Bonsoir, merci d'être présent à notre rendez-vous. Il est exceptionnel à plus d'un titre. Nous allons en effet parler de la franc-maçonnerie avec le grand maître du Grand Orient de Belgique. Il va nous ouvrir les temples qui se trouvent derrière cette façade a priori banale de la rue de Laken à Bruxelles. La capitale est une ville où les signes et symboles maçonniques sont très nombreux. Vous passez peut-être devant tous les jours sans vous en rendre compte. Regardez. On a l'habitude de marcher la tête penchée vers le sol. Il faut parfois lever le regard et on passe devant des fontaines, des monuments sans jamais s'être aperçu qu'ils avaient quand même une certaine signification. Je vais vous présenter l'une des plus belles stèles, à mon sens, à caractère maçonnique de Bruxelles. Il s'agit d'une stèle qui a été réalisée par Victor Horta, le célèbre Victor Horta qui était franc-maçon, et Victor Rousseau, également franc-maçon. Alors, cette stèle, elle est à la gloire de Charles Bulls. Bruxelles la franc-maçonne, un parcours à travers des lieux de passage connus de tous, à la découverte des traces laissées par les architectes. Des symboles francs-maçons, parfois évidents et souvent plus subtils, invisibles pour les regards non initiés. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'emplacement de cette stèle. Elle se trouve à côté d'une célèbre statue qui est connue dans le monde entier, puisque tous les touristes qui viennent ici à Bruxelles caressent les mains, le bras de Tserclaes. Et Tserclaes est donc aussi un symbole de la libération de Bruxelles. Donc c'est l'association de ces deux notions, à la fois de la connaissance et de la liberté. Nous nous trouvons ici à la Bourse, un des monuments élevés à la gloire de la richesse et du commerce de Bruxelles. Et sur le fronton, il y a la représentation d'un tablier maçonnique avec le flambeau qui sera le symbole de la laïcité. Nous sommes devant une fontaine mémoriale à la mémoire d'Auguste Hortz, qui était un surdoué. Il a terminé ses études de droit à l'ULB à 19 ans. C'était un défenseur acharné de la liberté de la presse. Et donc on a érigé une fontaine à sa mémoire sur laquelle on retrouve un symbole maçonnique très clair, c'est l'étoile flamboyante au-dessus de l'urne. Voilà donc pour ce premier coup d'œil sur le parcours maçonnique dans Bruxelles, une ville très empreinte de marques symboliques de ce type, on en reparlera. Et nous voici donc comme promis en compagnie du grand maître du Grand Orient, puisque nous sommes entrés dans le bâtiment. Henri Bartholoméussen, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici sur le parvis du Grand Temple, et dans tous les temples il y a un parvis ? Devant tous les temples, effectivement, il y a un parvis, ne serait-ce que symboliquement, puisque c'est le lieu qui est le contact entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le lieu où se trouvent les hommes chargés de garder le temple, voilà. Et de ici, l'accès aux tiers. Il y a des bustes de maçons, ce sont des bustes de maçons célèbres ? Oui, d'une manière générale, ce sont des anciens vénérables maîtres de la respectable loge Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis, qui est la plus ancienne loge de Bruxelles, elle a 225 ans cette année. Voilà, et il paraît qu'on change ces bustes régulièrement, c'est pas pour... Oh, je ne sais pas si on les change, sans doute peut-on... Il voyage en tout cas. Voyage, oui. Alors à propos de voyage, nous on va entrer donc dans le Grand Temple. Oui. Il y a 4 temples, ici à la rue de Laken. Il y a 4 temples, oui. Alors il y a le temple anglais, il y a le temple bleu, il y a le temple moyen. Ça c'est le Grand Temple, on y entre. Je pense que c'est une première, en tout cas c'est un événement et toute cette émission le sera. Ici c'est le plus grand temple du continent ? C'est bien ça. En tout cas, c'est la réputation qu'il a. Il est certainement le plus grand et, à mon estime, le plus beau. Au niveau de sa décoration, Alors, vous verrez que cette décoration est imprégnée très largement de ce qu'on a appelé à l'époque l'égyptomanie. Donc cela s'explique par la date à laquelle il fut construit. Les esprits étaient encore pétris, je dirais, de l'expérience et des découvertes égyptiennes de Napoléon et de ses savants. C'était dans l'air du temps.
Voilà. Alors on vient de traverser la salle où s'installent les maçons lorsqu'ils tiennent leur réunion. Comment ça s'appelle l'endroit où on se trouve pour l'instant? Eh bien ici nous nous trouvons à l'Orient. À l'Orient, c'est là que le soleil se lève. Il regarde parce que symboliquement le temple est orienté de l'Orient à l'Occident, l'Occident symbolisant le monde extérieur, la vie profane, là où les passions peuvent s'affronter. C'est un endroit qui n'est pas protégé, comme peut l'être le temple. Alors, je dois dire que j'ai une hésitation sur la façon dont je dois vous appeler. Vous allez me dire, je peux vous appeler Henri. Bon, d'accord, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick. J'ai l'impression de me trouver comme, vous savez, comme le capitaine Haddock dans Tintin au Tibet qui est face au grand lama et qui ne sait pas comment l'appeler. Il l'appelle le grand vizir et puis il termine par l'appeler grand chose parce qu'il n'y arrive plus grand trésor. Donc, dans votre cas... Ah ben vous m'appelez comme vous l'entendez, aussi bien monsieur que Henri, ou que... Je crois qu'il ne serait pas de circonstance de m'appeler grand maître. Non, puisque, voilà, ce ne sont que les initiés qui peuvent vous appeler de cette façon. C'est une fonction qui n'a de sens qu'au sein même de la franc-maçonnerie. Voilà. Alors, vous êtes mon interlocuteur parce que vous êtes le grand maître du Grand Orient, mais pour autant, ce n'est pas à ce titre-là que vous allez vous exprimer à titre personnel. Pourquoi? Oui, c'est-à-dire que en qualité de grand maître, je prends l'engagement de ne m'exprimer qu'à titre personnel. Cela signifie une chose, cela signifie que je dois être soucieux de la liberté de conscience de tous les francs-maçons que je suis censé représenter à ce moment précis. Et par voie de conséquence, comme j'ai coutume de le dire, on ne peut pas réduire à une seule la voix de 10 000. Et donc autant on peut évidemment imaginer, réfléchir sur les idéaux de la maçonnerie, autant effectivement ces propos n'engageront que moi, car chacun est libre de les apprécier, de les décliner à sa manière. Ça veut dire que vous devrez rendre des comptes demain? Rendre des comptes, je crois que ça c'est naturel, c'est dans toute mission de mandat. Bien sûr qu'on rend des comptes. Et je crois que tout un chacun sera amené à pouvoir juger, apprécier si effectivement ce qui fut dit est en parfaite harmonie avec ce qu'il pense. Mais quel est votre... ça s'appelle les bureaux du pouvoir. Alors ici, on n'est pas dans un bureau, on verra votre bureau tout à l'heure, mais votre bureau, votre pouvoir à vous, en tant que grand maître du Grand Orient, vous pourriez le définir comment? C'est intéressant que vous posiez la question de cette manière-là, mais parce qu'on pouvait aborder le pouvoir sur deux aspects différents. Le pouvoir de la maçonnerie ou effectivement le pouvoir d'un grand maître au sein de l'obédience. Oui, et c'est la deuxième partie. Et c'est la deuxième partie, tout à fait. Eh bien, c'est assez simple comme réponse. Je vous l'ai dit, ce sont des fonctions, ce sont des charges. C'est une mise à disposition de certaines personnes pendant un temps donné au profit d'une obédience. Il s'agit, je l'ai dit, d'une charge et non pas d'un pouvoir. Et donc, la liberté d'expression est telle au sein de l'obédience que, d'une manière quasi systématique, toute perspective de pouvoir serait érodée par cette libre expression, par un contre-pouvoir en tout cas. Bon, on essaiera en tout cas d'aller un peu plus dans les détails dans le courant de l'émission. Alors, j'ai l'air obsédée comme ça par les bureaux. J'aimerais bien qu'on voit maintenant votre bureau à vous, ici, donc dans ce bâtiment de la rue de Lac. Le voilà. Alors, c'est un bureau de pouvoir parce que c'est là que se réunit la commission administrative de l'obédience, dont vous êtes président, en réalité. Vous avez 12 ministres, 12 administrateurs. Mais on peut dire que le grand maître préside ce que vous appelez la commission administrative, qui est composée effectivement de 12 officiers dignitaires. Ils représentent, ils sont élus par l'Assemblée générale du Grand Orient de Belgique, et ils sont présentés à concurrence d'un tiers chacun par une région. Nous avons donc 4 représentants du Nord, 4 représentants du Sud, 4 représentants du Centre. Quand je dis représentants, le terme est inexact. Ils sont présentés par ces régions, mais en réalité, ils ne représentent pas les régions. Et donc, alors c'est là, par exemple, qu'on décide de la gestion, je dirais, interne de l'obédience. C'est là aussi qu'a été prise la décision d'accepter ma demande d'interview? C'est un peu plus complexe que ça. Effectivement, la commission administrative assure la gestion journalière. Bien sûr, in fine, c'est là qu'a été prise la décision de participer à cette émission. Mais il a fallu avant cela, d'abord un accord général de toute l'obédience sur les limites dans lesquelles un grand maître ou la commission administrative était susceptible de s'exprimer à l'extérieur. D'accord. Alors, c'est une première, néanmoins. Il y aura, d'ailleurs, ce n'est pas la seule surprise de la soirée, il y en aura encore d'autres. Le fait d'avoir accepté cette interview, cet entretien, est-ce que cela correspond à une volonté, si pas de transparence, en tout cas de moins grande discrétion autour de la franc-maçonnerie?
Ce n'est pas une révolution, en ce sens que la franc-maçonnerie a toujours eu à cœur de se prétendre discrète plutôt que secrète. C'est un choix. On peut y revenir d'ailleurs. Mais tant qu'à pratiquer la discrétion, il faut se dire que la franc-maçonnerie belge en particulier est accueillie dans une démocratie et que cette démocratie a le droit de savoir. Et nous avons l'obligation de lui donner cette assurance. Quels sont les motifs, les mobiles, les objets de la franc-maçonnerie? Donc ce n'est pas une révolution parce que nous n'allons pas ici, aujourd'hui, soulever les mystères et les secrets de la franc-maçonnerie. Mais par contre, nous allons tenter, si vous le voulez bien, de décrire quels sont ces idéaux, montrer que ce sont des méthodes, montrer que ce n'est pas un lieu de pouvoir précisément, mais montrer que c'est peut-être un lieu où les idées peuvent s'affronter, peuvent s'affiner, peuvent se combiner pour irradier ensuite la société civile. Alors on va en tout cas tenter de répondre à ce qui peut l'être et on va suivre les questions que vous posent des citoyens qui ne sont pas plus au fait que cela de ce qui se passe et qui ont donc une vision assez globale de la franc-maçonnerie. Je vous propose d'écouter une première question. Elle vous est posée par Claudine. Je m'appelle Claudine et je me suis posé la question de savoir comment se fait-il que la franc-maçonnerie me semble sectaire. Alors j'aimerais bien avoir une explication, pourquoi ne sont-ils pas ouverts? La question est très intéressante. Cette dame s'interroge elle-même sur la question de savoir pourquoi la franc-maçonnerie lui apparaît comme sectaire. Alors elle dit bien m'apparaît, oui, elle ne dit semble, pas tout à fait. c'est sectaire, elle dit pourquoi est-ce que cela m'apparaît comme sectaire. Je pense que c'est dû au fait que certaines autorités qui ne partagent pas les valeurs de la maçonnerie, je songe par exemple à Monseigneur Léonard, sont les premiers à dire publiquement que la franc-maçonnerie est sans doute la secte la mieux protégée de Belgique. Donc évidemment, cela laisse toujours des traces dans les mémoires, mais plus avant que ça, il est intéressant de dire à cette dame, et on voit bien que son esprit critique s'éveille déjà, nous n'avons précisément pas affaire à une secte pour une raison assez simple, c'est que s'il est difficile de rentrer en maçonnerie, il est par contre très facile d'en sortir, ce qui est exactement en ordre inverse de ce que l'on attend d'une secte. Alors c'est vrai que cette discrétion, en tout cas le problème éventuel de la discrétion, c'est que ça permet de projeter tous les fantasmes possibles et imaginables, mais que cette discrétion, pour rester là-dessus un instant, elle est aussi motivée par des raisons historiques et d'ailleurs quand on vous a proposé de choisir une image que vous souhaitiez revoir, vous avez choisi ceci, on va le regarder et puis on va en parler. C'est le générique d'un film qui s'appelle Forces occultes et qui date de 1943. Voilà, donc c'est cette image que vous vouliez revoir. Donc c'est le générique d'un film qui était de propagande anti-maçonnique tourné pendant la guerre, en 1943 et financé, produit par les Allemands. Produit par les Allemands, par les nazis, pourrions-nous dire. Oui, il donne toujours froid dans le dos d'ailleurs. Il faut dire que les nazis étaient fascinés par la franc-maçonnerie. Ils avaient décidé de construire un empire pour 1000 ans. Et ils imaginaient bien que les maçons avaient un secret car ils voyaient la main de la maçonnerie, peut-être pas à tort d'ailleurs, dans la Constitution des États-Unis. Ils la voyaient dans la Révolution française, ils la voyaient même dans la Révolution bolchevique, de là l'assimilation judéo-maçonnique-bolchevisme. Et donc ils étaient convaincus qu'il y avait un secret dont il fallait s'emparer. Et Himmler avait donné ordre à ses officiers partout dans les pays conquis de s'approprier, tant qu'à faire se peut, les archives, les trésors de la maçonnerie pour se casser ces mystères. Ça a laissé évidemment des traces, parce que tout ça s'inscrit dans un courant où l'obscurantisme de l'époque, je dirais les oppositions entre le clergé et la maçonnerie étaient encore fort fraîches dans les esprits, et tout ça a permis effectivement une sorte d'amalgame. Le tribut à payer donc aussi bien, je dirais, à l'intolérance d'une certaine époque dans cette Belgique catholique et au nazisme de la Seconde Guerre a été très lourd pour les maçons. Je songe souvent, et j'ai à l'esprit une loge qui est toujours au tableau de l'obédience, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a pour nom Liberté Chérie. C'est une loge qui s'est constituée dans le camp d'extermination, dans le camp de concentration d'Esterwegen. Voilà un petit peu l'histoire qui montre qu'effectivement le secret d'appartenance, en tout cas, est un secret auquel nous tenons.
Il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne manifeste pas systématiquement son appartenance, c'est parce que tout simplement la qualité maçonnique, qui est une véritable qualité, n'est une qualité qui n'est reconnue que par les maçons et pour les maçons. Elle n'a de sens que pour les maçons. Et comme nous ne sommes pas au pays de Tartarin, de Tarascon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se manifester comme maçon auprès de personnes qui ne peuvent pas donner un contenu à cette qualité. Voilà, alors par ailleurs, juste deux choses à ce sujet. Dans les années 80, le Grand Orient de France, et arrêtez-moi si je me trompe, mais le Grand Orient de France a changé, disons, son règlement en excluant l'admission de tout qui se dirait proche de pensées qui pouvaient ressembler à celles du Front National. Est-ce que ça a été vrai chez nous aussi, en Belgique? Je pense que c'est pire que ça. Je pense que chez nous, on aurait même trouvé inconvenant de devoir modifier un règlement pour le dire. Si l'on pense aux valeurs de la maçonnerie, qui sont les valeurs d'humanisme, de lumière, des lumières, qui sont les valeurs de dignité humaine, de respect de la personne, d'éducation, d'entendement, d'autonomie de la personne, on imagine fort bien que tout mouvement d'extrême droite, toute idéologie liberticide ou mortifère n'a évidemment pas sa place dans la réflexion des maçons, ni dans leur fraternité. Mais quand on voit maintenant la montée du Vlaams Belang en Flandre, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut poser des problèmes aux loges dans le nord du pays? Vous remarquerez bien que l'une des premières préoccupations de ce Vlaams Belang victorieux a été de s'en prendre à la maçonnerie, pas n'importe laquelle d'ailleurs, ils s'en sont pris essentiellement à la maçonnerie dite libérale, dite adogmatique, qui est représentée en Belgique, vous le savez, par le Grand Orient de Belgique, qui est une obédience masculine, mais également par la Grande Loge féminine de Belgique, qui, comme son nom l'indique, est féminine, et également par la Fédération belge du droit humain, qui est une maçonnerie mixte, sans parler de la Grande Loge de Belgique, qui est fort proche du Grand Orient. Et donc, le Vlaams Belang s'en est pris immédiatement à cette franc-maçonnerie, en prétendant bien sûr qu'ils ne sont pas opposés à la liberté d'association, mais que quand même les idées que nous développons sont par trop séditieuses, et puis surtout, ils permettent d'imaginer le grand complot. Pas plus tard que lorsque le Vlaams Belang a été assigné devant le Conseil d'État, à propos de la question des affaires du financement des partis, eh bien, son exigence a été que l'on fasse une enquête sur la qualité maçonnique éventuelle des magistrats pour obliger ceux-ci, le cas échéant, à se récuser. En somme, le fantasme du Vlaams Belang serait d'être jugé par ses pairs uniquement. Donc on voit immédiatement que l'ambiguïté est levée. C'est vrai qu'un mouvement de pensée autonome, non hiérarchisé, où l'on ne pense pas par procuration et où on tente de reconnaître l'autre comme l'on se connaît soi-même, est évidemment en ordre inverse à la perspective du Vlaams Belang. Et des régimes totalitaires, d'ailleurs, d'une façon générale, qui ne peuvent pas se permettre, disons, le luxe de laisser exister, en tout cas, une pensée qui ne s'exprime pas, pour le coup. Je pense que c'est le moment, d'ailleurs, de signaler, parce que je pense que ça, les gens l'ignorent, qu'il existe, tout comme il existe des partis d'opposition politique en exil, il existe des loges en exil, et que la Belgique a été, et peut-être votre obédience, a été là pour les accueillir. C'est exact. On a connu en Europe, en Amérique latine, on a connu des moments terribles sur le plan de la démocratie, sur le plan des droits de l'homme. Je songe à l'Espagne franquiste, je songe également au Portugal, je songe à l'Amérique latine elle-même, la période de Pinochet. Eh bien, je songe également à la Grèce des colonels. Dans chacune de ces circonstances, effectivement, la Belgique, qui n'a jamais été fort, je dirais, soucieuse d'une limite territoriale, a accueilli sur son sol, sur son territoire, non seulement des maçons étrangers, mais il leur a permis de se reconstituer. C'est comme ça que le Grand Orient et loges d'Amérique latine se trouve, le Gola se trouve en Belgique, le Grand Orient de Grèce est installé en Belgique, et qu'il existe également des loges qui sont des loges espagnoles, qui aujourd'hui, bien sûr, se sont réaffiliées à leurs obédiences espagnoles. La loge d'Iran ? Alors, non, je n'en ai pas connaissance, en tout cas pas du point de vue de la maçonnerie dite libérale. Je pense qu'effectivement, les maçons iraniens n'ont pas eu du bon temps, mais les contacts se sont plus appuyés avec la maçonnerie dite régulière.
Très bien, mais on en reparlera en tout cas. Alors, on l'a dit, voilà, pour ce chapitre-là, qui je pense était quand même très très important à expliquer. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a toute une série de clichés, mais dont les francs-maçons sont peut-être responsables d'ailleurs, hein, à cause de leur discrétion, c'est ce que je disais tout à l'heure, on projette, ça permet de projeter des fantasmes, des clichés, des idées toutes faites. Et puis des réflexions aussi qui peuvent être un point de conversation pour nous. Je vous propose de regarder à cet égard la lettre, finalement, que vous adresse Thomas Gunzik. Bien. Cher Henri Bartholoméusen, cher grand maître du Grand Orient de Belgique, la seule chose que je connais de vous, c'est ce titre et cette photo qu'on m'a donnée. Vous posez avec un étrange sourire de médecin qui vous écoute parler de vos problèmes digestifs et qui en sait plus long que vous sur l'état de votre côlon. Sur cette photo, vous tenez un petit marteau en bois et vous avez un truc bleu pâle et doré sur les épaules. Personnellement, je n'ai rien contre les uniformes. Au contraire, j'aime plutôt ça, mais reconnaissez qu'il y en a de plus jolis que le vôtre. Par exemple, un uniforme de pompier new-yorkais, la veste inifugée, avec les lignes réfléchissantes, le casque chromé et le grand camion rouge. Ça me donnerait envie de comprendre les secrets du temple de Salomon et le principe des tenues. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, je ne connais rien à la maçonnerie. Je suis comme tous ces non-initiés, nourris par des clichés venus d'un peu partout. La franc-maçonnerie est un service de promotion sociale occulte. La franc-maçonnerie est à l'origine d'un grand complot visant à dominer le monde. Les francs-maçons sont les descendants des Atlantes et détiennent de redoutables secrets cosmiques capables d'asservir les humains par la seule force de leur pensée. La franc-maçonnerie fait sa publicité sur les pieds des dollars américains en y apposant le dessin d'une pyramide et d'un œil. Celui qui cherche à se documenter sur la franc-maçonnerie tombera immanquablement sur des tonnes d'informations de ce genre, étayées de centaines d'exemples, de témoignages et de démonstrations historiques aussi rigoureuses que le code da Vinci. Dans les discussions de comptoir, quand on aborde le sujet, c'est souvent à voix basse et les regards pleins de sous-entendus. À écouter le bon sens populaire, vous seriez responsable de beaucoup de choses. L'augmentation du prix du pain, le choix du modèle de la Rolex de Sarkozy, la colonisation, la décolonisation, la façade du palais de justice, le premier homme sur la Lune, le nom du Premier ministre, le nom du bourgmestre, le nom du procureur et celui du directeur général. Vous seriez de toutes les ambassades, de toutes les commissions, de tous les cabinets et de toutes les cours, utilisant pour vous reconnaître d'étranges poignées de main ou des gestes subtils tracés dans les airs. Sans doute, pour la plupart des gens, vous êtes un peu comme les martiens des vieux films de science-fiction. On ne sait pas très bien à quoi vous ressemblez, on ne sait pas très bien ce que vous faites, ni ce que vous voulez. Certains prétendent que vous nous observez de là-haut, et d'autres que vous êtes déjà parmi nous. En réalité, vous faites un petit peu peur. Mais peut-être que ce sera comme pour les extraterrestres. Ils ont inquiété durant longtemps, et il a suffi d'un seul gentil E.T. pour mettre tout le monde d'accord. Alors, cher Henri Bartholoméusen, serez-vous celui-là? Alors, voilà. Serez-vous celui qui va mettre tout le monde d'accord? C'est une chute bien sympathique, mais je trouve que l'exposé est parfaitement lucide. Et il témoigne de l'intérêt d'une émission comme celle-ci. Ce qui est traduit là, c'est effectivement le sens commun. Dès l'instant où on ne s'adresse pas à des intellectuels triés sur le volet, qui ont une idée assez précise de ce que c'est que l'histoire de la maçonnerie, de ce que c'est que l'histoire de l'esprit des Lumières, effectivement, on tombe dans ce genre de fantasme. Et j'ai la conviction que, comme vous le disiez en commençant, il y a une part de responsabilité dans le chef des maçons, lorsque, sous prétexte de discrétion, qui est tout à fait légitime en fonction de la méthode, on peut y revenir, ils finissent par ne plus communiquer du tout. Je crois que la maçonnerie doit pouvoir être fière, ne doit pas rougir en tout cas de ses valeurs d'humanisme, elle ne doit pas rougir non plus des valeurs de la fraternité qu'elle représente, non plus que de ses méthodes, parmi au rang desquelles je mets le libre examen, je mets le symbolisme, je mets même la tradition, l'initiation. Tout ça, ce sont des mots qui ne sont pas des vilains mots, qui méritent parfois une explication minimum, et je pense qu'il y a moyen de donner de la clarté. À défaut de transparence, vous parliez de transparence tout à l'heure, la transparence, je pense... En disant si pas la transparence, d'ailleurs. Oui, mais je ne suis pas tellement favorable à ce concept de transparence, qui, effectivement, est un frein à la liberté des consciences. Je ne veux pas de terrorisme intellectuel à rebrousse-poil, mais il faut de la clarté. Je pense que la démocratie, les citoyens avec lesquels nous vivons ont droit
de savoir à quoi correspond, comme je le disais au départ, quels sont les motifs, les mobiles et les moyens que se donne la franc-maçonnerie. Alors, cette ouverture, disons, vers l'extérieur, ou en tout cas cette tentative de communication, les gens du Grand Orient en France la pratiquent, disons, de façon presque effrénée d'ailleurs, depuis quelques années. Est-ce que c'est, à vos yeux, un exemple à suivre? Non, on ne parle pas de la même chose. Je dis de la même manière que la démocratie qui nous accueille dans ces murs a droit de savoir qui nous sommes. Il ne faut pas dénaturer la maçonnerie au point, effectivement, de la transformer en maison de verre. Je crois que si la maçonnerie doit rayonner, si plus exactement les francs-maçons doivent rayonner sur les idées, sur les grands chantiers, sur les grandes questions du jour et d'actualité, ce sera probablement et essentiellement à travers les comportements, les idées qu'ils défendront à titre individuel dans la cité. Quelques exemples, quelques exceptions mises à part. Mais l'attitude qui consiste à se prononcer quotidiennement sur tous les sujets d'actualité à propos de tout et de rien, à mon avis, c'est une contre-performance. Cela apporte du bruit, cela ajoute à ce bruissement médiatique dont la maçonnerie se détache d'ailleurs. Une des raisons aussi de notre souci de communiquer, c'est parce que le monde a fort changé et qu'effectivement on rentre dans le domaine de l'image et que les images, effectivement, sont un antidote au libre examen. Il est très difficile de doter des esprits, doter des imaginaires par la voie de la raison, ce que l'image y a incrusté. Alors, Thomas Gunzig parlait dans sa lettre, quand il s'adressait à vous, de l'uniforme, pas du prestige de l'uniforme, mais en tout cas, bon, il faisait une allusion évidemment aux différents accessoires qui font partie de vos codes et de vos comportements, comme dans toute société initiatique d'ailleurs, et celle-ci est sans doute la dernière en Occident. Donc, il n'y a rien de particulier à cela. Toute société initiatique a des codes, des comportements, je ne sais pas s'il faut les appeler des ustensiles, mais en tout cas des accessoires, des symboles indispensables à sa fonction, à son existence en tout cas. Mais alors, nous avons trouvé plutôt sur Internet un site qui va peut-être vous intéresser, à moins que vous le connaissiez. C'est assez rigolo et comme vous m'avez dit à plusieurs reprises hors antenne que les francs-maçons étaient des joyeux dris parfois, eh bien voilà, ça va peut-être vous amuser. C'est un site Internet où on peut acheter et vendre des accessoires maçonniques. Vous connaissiez ce site ? Non, je ne pratique pas tellement les sites. Mais je suppose que ce n'est pas, enfin en tout cas vous me le confirmez, ce n'est pas le moyen le plus classique pour les francs-maçons de se procurer leurs leurs accessoires. Écoutez, en tout cas, si c'est le cas, c'est une pratique que je ne connais pas. Donc je vais être prudent. Mais vous saviez que ça existait, ça? C'est quand même assez particulier. Oui, alors en plus, c'est un peu de kitsch, hein, parce qu'une chaire de Salomon comme repose téléphone portable, c'est quand même la limite du blasphème, si on peut utiliser ce mot-là ici. Non, là, on rentre dans le cocasse, et peut-être même dans l'autodérision, je présume. Mais néanmoins, ce que dit... Non, mais attendez, c'est très sérieux, hein, il suffit de donner son numéro de compte, comme on achète n'importe quoi d'autre. J'entends. Mais les objets maçonniques et les symboles maçonniques ont toujours été intimement liés à la vie des maçons, même dans des objets utilitaires. Et on voit que, si vous avez visité le musée, vous verrez qu'un certain nombre d'objets ne sont pas des objets dits de rituel, mais sont des objets de la vie courante que l'on a frappés du sceau de quelques symboles. C'est-à-dire un bracelet-montre, par exemple. Un bracelet-montre avec une symbolique spécifiquement maçonnique. Et on peut imaginer, et vous l'avez compris, et celui qui a tellement fait qui a fait si bien ce compte-rendu, montre que lorsque l'on regarde de l'extérieur un comportement, une attitude qui n'a pas de sens par rapport aux critères ambiants, eh bien, effectivement, cela prête à sourire. Et je serai le premier à sourire quand on voit effectivement un décor auquel on n'est pas habitué, qui ressemble à un arrachement un peu rigolo. Ça ne peut avoir du sens que dans un contexte, et pour ça, il faut avoir la clé. C'est la raison pour laquelle je rappelais qu'on est dans le contexte d'une société initiatique. Parfaitement. Et que, comme vous l'aurez constaté, je ne vous reçois pas en décor. Non, bien sûr. Ça n'aurait aucun sens aujourd'hui. Ça n'aurait effectivement aucun sens. Et alors, effectivement, la photo à laquelle vous faites allusion, je ne sais pas où elle a été prise, mais elle n'était en principe pas destinée au public. On est bien d'accord. Mais alors justement, c'est pour ça que je voulais aussi, au-delà de l'anecdote que ça peut représenter, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer ce site, parce que la discrétion, de nouveau, outre le fait qu'elle peut générer des fantasmes, elle peut aussi provoquer l'usurpation. Je veux dire par là que quelqu'un qui voudrait bénéficier de l'aura éventuelle que peut procurer le fait de laisser croire qu'on est franc-maçon
se procure, je ne sais pas, sur ce site, un bracelet de montre avec un gravé ou incrusté un compas et une équerre, fait croire d'un air entendu qu'il n'est jamais libre le vendredi soir, et peut essayer d'usurper, se revendiquer de la franc-maçonnerie alors qu'il n'en est pas du tout. Est-ce que ça vous inquiète? Et que faites-vous pour que ça n'arrive le moins possible? Eh bien, d'abord, ça n'arrive pas souvent, et lorsque cela arrive, ça n'arrive pas longtemps. Parce que les maçons, très facilement, ont les moyens de s'assurer que quelqu'un se fait passer pour maçon lorsque ce n'est pas le cas. Ils sont très attentifs, d'ailleurs. Et le fait de se faire passer pour maçon est déjà un indice. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne se revendique pas de sa qualité maçonnique en dehors d'un rapport entre maçons. Ça peut arriver, mais alors ça doit se faire dans un contexte particulier. Quelqu'un qui se vend d'une qualité de cette nature dans un autre contexte qu'un contexte maçonnique est déjà susceptible de suspicion. Mais les maçons sont fort attentifs à cela, effectivement. Et je dis donc deux choses. La première, c'est la communication telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Et une deuxième chose, il faut le savoir, lorsque, par malheur, les maçons apprennent que quelqu'un se fait passer pour maçon et cherche à en tirer profit ou avantage, ou même se revendique de cette qualité sans l'avoir, eh bien, très rapidement, ils ont, entre eux, les moyens d'en faire une certaine publicité. Très bien. Et donc, ça va très, très vite. Donc, ce n'était pas si anecdotique que ça de vous montrer tout ça. Alors, une autre question à présent, elle vous est posée par un monsieur qui est pensionné et qui s'appelle Paul. Regardez. Je m'appelle Paul, je suis pensionné, je me promène beaucoup. Je voudrais savoir si pour être franc-maçon, il faut de l'argent et des connaissances intellectuelles. Est-ce que c'est vrai? Alors parlons d'abord des connaissances intellectuelles. Bon, vous allez me dire à tout prendre, c'est vrai que tant qu'à faire, c'est mieux. Oui, ça, je suis assez d'accord avec vous. Mais non, cette question est une question qui est également au centre des préoccupations du maçon. Et donc, qu'est-ce qu'on exige d'un candidat maçon? On exige qu'il ait les compétences suffisantes, l'intelligence suffisante que pour comprendre les principes de la franc-maçonnerie et pouvoir un jour les faire rayonner. Ni plus, ni moins. On ne vous demande pas d'être universitaire, on ne vous demande pas d'être un génie, on vous demande d'être un homme avec une qualité d'intention et un certain degré de probité. Voilà les conditions essentielles, en ce qui concerne en tout cas l'exigence intellectuelle. Quant à l'exigence financière, voilà, est-ce qu'il faut des sous? Est-ce qu'il faut être riche? C'est également donc une question que les maçons ont l'habitude de traiter. Ils doivent avoir suffisamment de sous pour, sans se priver ou priver leurs proches, être en mesure de payer leur capitation, c'est-à-dire de payer leurs cotisations qui vont alimenter des sommes qui généralement seront consacrées en très grande partie à la philanthropie d'ailleurs. Donc voilà, ce ne sont pas des montants faramineux, mais effectivement c'est une dépense. Alors, quand vous ne dites pas des montants faramineux, vous pouvez donner une fourchette ou bien ça fait partie des choses? Je ne pense pas que ce soit un bien grand secret, mais d'abord cette capitation dépend d'une loge à l'autre, et on pourrait dire sans risque de se tromper que pour parler en anciens francs, que l'on va de 10 000 à 20 000 francs l'an. Oui. Donc ce n'est quand même pas non plus, si on calcule le budget... Vous ne parlez pas en euros? Ah, je peux parler en euros si vous voulez. Allez, parlez en euros alors. On est en 2007. De 250 à 500 euros. Très bien. Alors ça veut dire que... Alors j'avais retrouvé dans un livre une des conditions qui datait de 1888. Ça veut dire qu'on n'a pas changé. C'était jouit-il d'une aisance suffisante, alors je dis les termes exacts, pour pouvoir, sans se gêner lui-même et sans nuire à ses proches, disposer des métaux qu'il aurait à verser au trésor de la loge. Donc ça veut dire que cette condition qui était vraie il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, est toujours identiquement celle-là. Toujours identique. Vous la trouvez exactement et même exprimée dans les mêmes termes, puisque les maçons ont un langage qui parfois paraît un peu anachronique. Étant une société de traduction, elle emploie parfois un langage vert, et bien effectivement, oui, les conditions n'ont absolument pas changé de ce point de vue. La mixité sociale, dont on parle régulièrement, ou en tout cas dont les francs-maçons parlent en disant ici, voilà, on a un petit peu des gens de toutes sortes et de toute origine. Est-ce qu'elle est véritable? Je veux dire, est-ce qu'elle est tenable avec ce que l'on leur demande de payer, d'intervenir? Est-ce que c'est faisable? Oui, je pense qu'objectivement, oui. Il fut un temps où la franc-maçonnerie, de facto, s'adressait à une tranche de la population qui, effectivement, était aisée sur le plan financier. C'était la bourgeoisie, essentiellement. Elle s'est largement démocratisée aujourd'hui. Et donc, il est vrai que certaines catégories sociales sont peut-être sous-représentées, mais c'est peut-être davantage par manque d'intérêt,
par manque d'intérêt essentiellement que par manque de moyens. De votre intérêt ou de leur intérêt? De leur part. Et peut-être que là aussi, il faut savoir s'ouvrir. Il faut savoir, vous savez, la maçonnerie, on devient maçon par cooptation. Et donc, il faut un certain temps pour que, effectivement, toutes les couches, tous les domaines, toutes les disciplines de la société puissent être approchées. Est-ce que c'est une forme d'appel que vous lancez? Non, pas du tout. La maçonnerie n'est pas prosélyte, ce qui ajoute à la difficulté. Donc, il faut vraiment que l'intérêt vienne de l'extérieur. Mais encore une fois, comment peut-il venir de l'extérieur si au moins nous ne montrons pas la coquille extérieure de l'œuf? Alors voilà donc pour cette question que vous posait ce monsieur qui est pensionné, donc pensionné. Une question d'un étudiant maintenant, on part à l'autre bout de la fourchette d'âge. Il s'appelle Gaël. Bien. Alors moi c'est Gaël, bonjour. Je me demandais si dans tout pouvoir, il fallait être franc-maçon pour avoir la fonction ou est-ce que la fonction mène à devenir franc-maçon? Oh, quelle Vous allez question. me dire que c'est encore une bonne question. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle implique un a priori extraordinaire, c'est que le pouvoir ne serait accessible qu'aux francs-maçons. Et donc de là la question, qu'est-ce qui précède, la poule ou l'œuf? C'est exactement la question que Gaël pose. Hein. Exactement, exactement. Et donc on peut le rassurer, il n'y a pas de relation possible entre une qualité de maçon et le pouvoir. En tout cas, pas nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que des hommes qui sont maçons accessoirement et qui sont tournés vers les grandes questions que j'évoquais tout à l'heure, vers un souci, je pourrais dire un souci d'intellectuel, c'est-à-dire cette aptitude, cette capacité à se pencher, à s'interroger sur quelque chose qui dépasse son intérêt singulier, mais qui relève de l'intérêt collectif. Cette aptitude donc d'intellectuel qui est le propre du maçon sera souvent la caractéristique de gens qui occupent des places, je dirais, déterminantes dans les choix, dans les réflexions sur le plan sociétal, que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans d'autres domaines. Mais est-ce que votre système justement de cooptation n'aboutit pas presque de façon logique à ce que on reste dans ce rayon du pouvoir? Mais vous repartez du rayon de pouvoir, c'est extraordinaire. Le pouvoir implique des décisions, implique des injonctions, implique une morale, une politique, une religion, que sais-je encore. La maçonnerie ne pose jamais les choses en termes de pouvoir. La maçonnerie, elle pose les choses en termes de questions. Les grandes questions qui animent la société aujourd'hui sont des questions qui sont débattues en loge, où par hypothèse aucun sujet n'est tabou. Mais vous ne sortirez jamais d'une séance de travail avec une réponse en poche. Chacun tire ses conclusions. Donc, à partir du moment où l'institution en tant que telle ne passe pas par un vote, par une sanction, par une décision de type collectif, vous ne pourriez pas avoir de pouvoir. Donc, à titre individuel, bien sûr, les hommes se déterminent, mais pas en raison du fait qu'ils soient maçons ou non. Je pense que c'est davantage en raison des qualités qui sont les leurs, qui se nourrissent peut-être du travail et de la méthode maçonnique, mais qui demeurent leur qualité intrinsèque. Alors, vous verrez que dans le cours de l'émission, nous aurons encore des questions, évidemment. On y reviendra sans doute. Et on reviendra notamment sur cet élément de l'élite qui a l'air de tracasser les gens, évidemment. Alors, à l'intérieur même des réunions, des tenues, donc comme on les appelle, il n'y a pas de question d'âge, de pouvoir. Il y a une autre structure qui est mise en place et qui fonctionne. On va regarder un reportage qu'a tourné Laurence Brex dans d'ailleurs 2 temples qui se trouvent ici à la rue de Laeken, le temple anglais et le temple moyen. Il sera question effectivement des codes, des comportements, du dispositif. On regarde ça et on en parle. Merci. Quand nous entrons ici, c'est pour nous isoler du monde, pour nous permettre de réfléchir dans un cadre propice. Les temples de la rue de Laeken ici ont cette particularité d'avoir été construits au début du XXe siècle en pleine mode de l'égyptianisme. Et donc il y a dans cette architecture à la fois un phénomène de mode et un rappel de la symbolique maçonnique. Un ensemble de symboles très variés qui trouvent leur origine dans différentes religions, dans plusieurs cultures, mais aussi dans l'astrologie, l'alchimie ou la géométrie. Un ensemble tellement vaste qu'il rappelle évidemment les origines floues de la franc-maçonnerie, mais aussi l'universalité vers laquelle elle tend. Il y a une absolue liberté d'interprétation pour chaque membre des symboles.
Omniprésent dans les symboles maçonniques, ce triangle qui symboliserait un certain équilibre. Vous pouvez l'interpréter de différentes manières. Vous pouvez l'interpréter comme le symbole ternaire qui est très important en franc-maçonnerie. Vous pouvez y voir les trois côtés, les trois grades de la franc-maçonnerie, les trois premiers, l'apprenti, le compagnon et le maître. Vous pouvez y retrouver des grandes formules comme la célèbre formule de l'égalité, liberté et fraternité. Donc à chacun d'interpréter, d'y mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Et pourtant, la disposition des temples est identique à travers le monde. Récurrent, ce damier au sol qui rappelle le blanc et le noir, le bien et le mal, les contraires. Mais aussi cette voûte étoilée qui symbolise un temple inachevé en perpétuelle construction. Une construction à laquelle les maçons s'attellent lors de leur réunion nommée tenue. Avant une tenue, en fait, chaque loge va installer un peu de matériel dans le temple. Notamment au centre du pavé mosaïque, nous allons installer ce qu'on appelle un tapis de loge qui reprend en fait les différents symboles de la franc-maçonnerie. Il y a également toutes sortes de lumières qui sont installées. Il faut savoir que dans une tenue, on joue beaucoup à la fois sur les effets de lumière et sur la musique notamment. On ne prend pas place n'importe comment. Les apprentis vont prendre place d'un côté du temple, les compagnons de l'autre, et les maîtres, eux, ont le droit de s'asseoir où ils le désirent. Quand nous rentrons dans notre tenue, tout le monde est parfaitement égal. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de profession. Il faut que le droit de parole soit le même pour tous. Pas question d'intervenir spontanément pour prendre la parole, il faut d'abord la demander et puis l'obtenir, et c'est le vénérable maître qui préside au débat. C'est une démarche intéressante qui peut sembler un peu longue, mais qui permet aux intervenants, d'avoir le temps de la réflexion, d'éviter d'intervenir à chaud, et deuxième chose, de dépassionnaliser les débats, puisqu'il y a chaque fois un certain délai, une certaine latence. On dit en fait que le temple est clos et couvert, tout simplement pour permettre une liberté totale de parole au sein de la loge, en sachant que ce qui est dit ici ne sera pas répercuté à l'extérieur. Voilà, alors pour le coup, ce que nous disons, nous, aujourd'hui, est tout à fait répercuté. Ce système dont on parle dans le reportage, j'utilise le mot système parce que je n'en trouve pas d'autres, vous en aurez certainement un meilleur, mais ce système qui a plani, je dirais, un certain nombre de différences pour mettre en place une autre structure en place pendant les tenues, donc pendant les discussions. Qu'en reste-t-il une fois que la tenue est terminée ? Mais écoutez, cela dépend de tout un chacun. Si votre question consiste à m'interroger sur ce qui reste dans la conscience de chaque maçon qui a participé à ces travaux, je crois qu'effectivement il y a une imprégnation très importante, d'autant plus que le travail maçonnique s'opère de manière régulière. On demande beaucoup d'assiduité. Donc la présence des maçons est sollicitée à une cadence, par exemple, de toutes les semaines. Et donc on en sort rarement indemne de cette méthode. Vous parliez d'un système, je parle d'une méthode. Ah oui, alors ça c'est plutôt la méthode de la réflexion et de l'échange d'idées. Moi je parlais davantage, à ce stade-ci, on parlera de la méthode plus tard, de la structure, c'est-à-dire du fait qu'on ne tient plus compte des questions d'âge, de position sociale, etc. Mais une fois que l'on sort de la réunion, on redevient ce que l'on était avant. Donc que reste-t-il alors de cette structure maçonnique dans les contacts que l'on a ultérieurement et en dehors de cet endroit? C'est ça que je me pose comme question. Oui, mais écoutez, tout dépendra des codes sociaux. Si, en quittant la tenue, vous rencontrez quelqu'un qui est votre frère, qui est votre supérieur hiérarchique, le lendemain, eh bien, vous resterez exactement dans la même relation à l'extérieur. On ne va pas inverser le rapport. Non, mais ça doit être difficile. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage et je crois qu'il est assez aisément compréhensible. De la même manière que vous pouvez avoir des relations d'amitié ou des connaissances dans un hiver, par exemple dans votre club sportif, eh bien vous aurez une relation différente au boulot, vous aurez encore une relation différente dans un tout autre contexte. Donc je pense qu'à ce niveau-là, de la même manière que dans tous les milieux, quels qu'ils soient, les hommes et les femmes peuvent se rencontrer, ce n'est pas par le fait même qu'ils auraient nourri une relation de qualité, même une fraternité, même une amitié, qu'automatiquement les codes sociaux ordinaires vont s'effriter.
Mais il y aura peut-être une aptitude, une connaissance de l'autre qui permettra peut-être d'avancer plus vite, plus fort et mieux dans certaines directions. Ça, c'est certain. Alors, les femmes précisément, elles ne doivent pas être très nombreuses à être venues comme moi dans ce temple-ci. Détrompez-vous, détrompez-vous. De la même manière que le Grand Orient de Belgique est une obédience masculine, il n'en reconnaît pas moins la qualité de maçonne des sœurs. Et donc le Grand Orient de Belgique a été à la base même de la constitution de la Grande Loge féminine de Belgique. Il a assisté également à la constitution de la Fédération du droit humain en Belgique. C'est mixte. Qui est mixte. Et donc, dans ce temple, chaque fois que c'est nécessaire ou possible, aussi bien nos sœurs et nos frères du droit humain que nos sœurs de la Grande Loge féminine de Belgique sont invités à travailler. Soit dans ce qu'on appelle des tenues interobédientielles, soit au niveau des loges cette fois, soit parce que dans leur cérémonie, elles ont par exemple besoin de l'espace. Et il y a un rapport de fraternité et de compréhension absolue. Le fait qu'il existe une grande loge féminine vous dédouane, vous, au Grand Orient, d'éventuellement imaginer la mixité ? C'est une manière désagréable de présenter les choses. Je pourrais vous proposer la suivante. On peut évidemment rêver d'un lieu où les hommes et les femmes se pratiquent sur pied d'égalité, sans même faire allusion au sexe. Il n'en demeure pas moins que lorsque les femmes travaillent ensemble, il s'en déduit une texture de relation, une sensibilité qui est objectivement différente que celle que l'on rencontre dans un groupe mixte. Et la chose est vraie aussi dans les groupes d'hommes. Alors la question n'est pas de savoir s'il faut être pour ou contre une maçonnerie mixte ou pas. Je crois que la question est de savoir comment peut-on préserver les trois pylômes. Comment peut-on préserver cette richesse? Si l'avenir de la maçonnerie mixte consiste à supprimer la féminine et la masculine, ça n'a pas de sens. Et je pense que chaque obédience a sa singularité. Elle est d'autant mieux comprise que ces obédiences se pratiquent, n'hésitent pas à s'inviter mutuellement. Au Grand Orient de Belgique, d'ailleurs, chaque loge décide d'accueillir ou non des sœurs à ses travaux. Donc c'est dire qu'effectivement, là une fois de plus, le tabou a disparu. On n'a pas de difficulté de cette nature. Donc nous reconnaissons nos sœurs comme des sœurs à part entière. Bien. Alors, une question encore, elle vous est posée par Nathalie. Je m'appelle Nathalie Roy et je vous pose la question, est-ce que la franc-maçonnerie est réservée à l'élite? Sont-ils intouchables? Alors sur l'élite, vous avez déjà en partie répondu. En revanche, le deuxième aspect de la question de cette dame, donc de Nathalie, est revenu très très fréquemment dans les questions que nous avons glanées. On en met une, mais qui est représentative d'un ensemble. C'est vrai qu'on dit souvent, ils se tiennent tous, ils restent en place parce qu'ils sont francs-maçons. Bon, comment répondez-vous à cette dame ? Il y a plusieurs questions, évidemment. Mais pour terminer par l'effet de réseau auquel vous faites allusion, il faut bien se dire que la franc-maçonnerie est sans doute la seule société que je connaisse où, indépendamment de la fraternité qu'on peut nourrir, je dirais de l'amitié qu'on peut nourrir, elle a une exigence que je ne connais nulle part ailleurs. C'est qu'un maçon a l'obligation de ne jamais préférer un autre maçon à égalité de conditions avec quelqu'un qui ne l'est pas. C'est une exigence déontologique extraordinaire, dont on ne prend pas assez conscience. Donc on dit les maçons se tiennent tous, sont fraternels. Oui, ils sont fraternels. Bien sûr qu'ils sont fraternels. Ils ont le souci de faire le bien et de s'entraider, c'est certain. Mais ils ont un devoir, une obligation, sans quoi effectivement on risquerait de tourner vers quelque chose d'inacceptable. Une exigence qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est qu'ils ne peuvent jamais faire prévaloir un maçon contre un non-maçon à égalité de conditions. C'est vrai, mais donc ça c'est le principe, c'est donc la théorie. Est-ce que vous avez le sentiment que... C'est plus qu'une théorie, c'est un devoir. Oui, ou un devoir, ou c'est une règle ou un code. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la pratique, c'est ce qui se passe? Ou bien est-ce qu'il y a inévitablement une dérive? Non, je pense qu'au contraire, il n'y a pas du tout inévitablement une dérive. Dans la pratique, c'est bien ce qui se passe. La confusion est possible avec les projets. Avec les projets que peuvent nourrir ensemble les francs-maçons. C'est évident que si c'est pour faire le bien, si c'est pour contribuer à une œuvre qu'on estime belle dans l'intérêt du progrès social ou dans l'intérêt de plus d'autonomie pour la personne, dans l'intérêt des droits de l'homme, dans une perspective humaniste, quand les maçons s'associent pour faire quelque chose ensemble, pour accomplir des chantiers en dehors du temple, mais il est évident qu'ils vont trouver une entraide. Et là, l'effet lobby va jouer.
Mais si c'est faire du lobbying que de travailler, je dirais, à plus d'humanité, à la reconnaissance de l'autre, à la connaissance de soi, si c'est du lobby que de travailler au respect de l'autre, alors la maçonnerie est un lobby. Alors, dans le cas de la question de cette dame, donc de Nathalie, je pense que quand elle parlait de la notion ils sont intouchables, elle pensait aussi aux affaires sans doute judiciaires. Vous avez à l'intérieur même de votre obédience, et je pense des autres, une forme de règlement interne, une forme de justice maçonnique qui n'a rien à voir avec la justice pénale, mais qui est quand même, c'est quoi, vous réunissez en tribunaux maçonniques? Oui, on peut. Dans le cas de maçons inculpés ou condamnés. Il faut être nuancé par rapport à la question qui est posée initialement. Donc vous êtes intouchable, c'est d'abord la question est étonnante, parce qu'on l'a compris, être maçon n'est pas simple, c'est d'une exigence absolue, et c'est facteur de risque. Nous le savons, le fait de connaître l'appartenance maçonnique de quelqu'un peut entraîner parfois de sérieux problèmes, ne serait-ce que sur le plan professionnel, quand on voit effectivement le facteur d'antipathie possible par rapport à ces esprits libres. Oui, alors je fais une parenthèse, pardon de vous interrompre, mais vous êtes, vous, indépendant dans votre travail. Est-ce que vous avez le sentiment d'être d'avoir davantage les coups des franges pour vous dévoiler que ne le serait, par exemple, l'employé d'une entreprise qui pourrait craindre éventuellement que ça se passe mal pour lui? C'est évident, c'est évident. Encore aujourd'hui? C'est un choix, bien sûr. Et de nombreux maçons ont été amenés à perdre leur place dans des circonstances où ils travaillaient dans des milieux qui n'étaient pas du tout favorables à la maçonnerie, bien sûr. Notamment des milieux de droite. Il va de soi que, bien sûr, dans certaines hautes fonctions, on peut en parler plus librement qu'ailleurs, mais oui, le maçon est quelqu'un qui est doté d'un certain courage, puisque s'il doit être propre et libre, il doit pouvoir dire comme il pense et agir comme il dit. Ce n'est pas simple tous les jours. Il doit pouvoir se taire aussi, puisque la liberté d'expression, c'est aussi de ne pas s'exprimer. Exactement. Ça, je suis enchanté que vous le disiez de cette manière-là. Je crois qu'effectivement, la première liberté d'expression, c'est la capacité, le pouvoir de se taire. Ça procède également d'une protection de la liberté de conscience. Voilà. Alors ici, dans ce cas-ci, j'aimerais mieux que vous ne vous taisiez pas. Donc, je vous repose la question concernant Alors, sur les affaires. La justice interne que vous pouvez, en dehors, je le répète, de la justice pénale. Je veux dire, voilà, on se trouve, prenons un cas concret, on se trouve face à un franc-maçon qui, de notoriété, en tout cas, qui dans son identité, qui n'est pas maçonnique, est condamné ou inculpé. Comment réglez-vous ce problème en interne? Est-ce qu'il est exclu? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce qu'on fait un gros semblant de rien, comme on dit à Bruxelles, ou comment on fait? Je crois que l'ensemble des maçons seront contents que vous posiez la question, parce que lorsqu'on parle d'affaires et qu'on a, je dirais, parlé notamment de la présence de francs-maçons dans des dossiers difficiles, il y avait une inquiétude. Nous ne sommes pas habitués à cela. Voilà, on a parlé de maçons dans les affaires de Charleroi, Augusta, Dassault. On en parle beaucoup. Et effectivement, c'est extrêmement frustrant, c'est terrible pour les maçons, quand on connaît effectivement leur perspective, de voir qu'ils pourraient être sous les feux de la rampe pour ce mauvais motif. Et alors c'est vrai que nous avons au sein de la maçonnerie des instances juridictionnelles qui statuent selon un droit maçonnique qui est en réalité un droit disciplinaire et où le manquement à des devoirs maçonniques est sanctionné. Et ces sanctions peuvent aller relativement loin puisqu'elles sont la traduction en langage maçonnique de ce qu'on pourrait appeler le bannissement, c'est-à-dire la radiation pure et simple. C'est d'autant plus grave qu'un maçon, lorsqu'il est initié, fait des serments qui lui valent cette confiance, cette fraternité. Le jour où cela se retire sous ses pieds, c'est plus terrible que la mort, je dirais. Et donc, effectivement, il existe des instances... Parce qu'il y a eu serment aussi. Parce qu'il y a eu serment, parce que cette fraternité est basée sur un rapport de confiance. On peut mériter cette fraternité parce qu'il y a la confiance. Si cette confiance est trahie, à ce moment-là, effectivement, c'est le sol qui s'effondre. Et de la même manière qu'il pouvait profiter de l'assistance, à ce moment-là, il va subir l'opprobre. Donc c'est une sanction extrêmement dure, extrêmement lourde. Et cette justice maçonnique est organisée, effectivement, comme n'importe quel niveau judiciaire, je dirais, à un double niveau de pouvoir. La loge, d'abord, va s'organiser en tribunal maçonnique dans des circonstances spéciales, avec une faculté d'appel devant l'obédience. Et c'est même plus grave, c'est même plus terrible encore qu'on se l'imagine, c'est que lorsque quelqu'un est condamné pénalement, il n'y a même plus place pour une instruction. Je dirais que la loge, le tribunal maçonnique est saisi d'office.
Il n'existe quand même pas beaucoup d'instances où une instance judiciaire soit saisie d'office par le fait même d'une condamnation pénale. Donc c'est dire qu'effectivement on ne badine pas en maçonnerie avec les sanctions pénales, ce qui ne veut pas dire non plus qu'une sanction pénale aboutisse nécessairement à une sanction maçonnique, parce que l'on peut considérer par exemple que certaines infractions, certains délits n'impliquaient pas un manquement au devoir, au manquement, je dirais, au devoir de fidélité, au manquement aux devoirs moraux que s'imposent les maçons. Mais alors, la question qui paraît-il, agite un certain nombre de loges est de savoir s'il faut publier le nom de ces maçons exclus par la loge ou suspendus, comme vous venez de le dire, étant donné voilà, le respect théorique et impératif de l'identité maçonnique des gens. Dans ces cas-là, comment faites-vous? Oui. En fait, ce que vous dites, cette question-là ne s'est pas tellement posée en Belgique, elle s'est posée en France surtout. Et donc, dans ce même souci de transparence, d'inquiétude, dans la justification du secret, dans cette même logique qui consiste à communiquer beaucoup et sur beaucoup de choses, dans cette même logique où le grand maître conseillait aux élus, aux représentants, aux hommes politiques français de ne pas hésiter à décliner leur qualité maçonnique, puisqu'il s'agissait là d'une qualité, il était logique que lorsque les mêmes se fassent sanctionner, on donne leur nom. Nous ne sommes pas dans cette perspective-ci en Belgique. Pourtant, il y a eu des affaires. Des affaires, qu'entendez-vous par là? Oui, je dis, il y a eu des soucis quand même pour un certain nombre de personnes. Vous n'en avez pas discuté à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu, jadis, notre arsenal, je dirais, judiciaire maçonnique était moins clair qu'aujourd'hui. Et donc, il était assez courant, je vous parle il y a une vingtaine d'années encore, dans un souci de fraternité ambiguë, d'inviter quelqu'un qui s'était singularisé par de mauvaises actions, de l'inviter tout doucement à donner sa démission. Il demandait sa mise en sommeil et très facilement on l'acceptait. Aujourd'hui, on a monté le degré d'exigence. Il n'est plus possible de demander sa mise en sommeil lorsque c'est à la suite d'un événement qui porte atteinte, je dirais, à la réputation, à l'honneur de la maçonnerie ou même à l'honneur du citoyen. Il n'est plus possible d'obtenir sa mise en sommeil. Il y a nécessairement un procès maçonnique. Et ça a fait l'objet de débats. Parce que la maçonnerie n'était pas prête à ce genre d'angoisse, parce qu'effectivement, elle se recrute en ayant à l'esprit cette exigence de qualité, de loyauté par rapport au restant de la société. Alors, vous l'avez entendu, les questions qui vous sont posées, elles sont posées vers une franc-maçonnerie globale, comme s'il n'y avait pas de différence. Or, on peut dire qu'il y a, disons, deux pilotes en franc-maçonnerie, un courant adogmatique qui est celui du Grand Orient, qui est celui de la Grande Loge féminine, qui est celui du droit humain, de la Grande Loge de Belgique, et puis un courant qu'on appellerait déiste. D'ailleurs, vous voyez ici le site internet où il y a des liens précisément entre les 4 obédiences, donc Grand Orient, également droit humain, Grande Loge de Belgique. Il y a des liens entre les 4 et il n'y en a pas vers le courant, disons, régulier, représenté par la Grande Loge de Belgique. Et pourtant, le grand maître de la loge régulière est avec nous ce soir. On va aller le rejoindre tout de suite. Dites-moi pourquoi il n'y a pas de lien sur ce fameux site internet avec cette loge régulière? Mais parce que nous avons 2 courants maçonniques qui posent à l'égard de leurs membres des exigences singulièrement différentes. Et peut-être antagonistes, on va en tout cas le voir avec Monsieur Cleven. Bonjour. Bonjour Alexandre. Salut. Alors Cleven, vous êtes donc le grand maître de la loge régulière. Est-ce que, je vais vous laisser qualifier cette rencontre vous-même, hein, je vous passe la patate chaude. En quoi est-elle d'abord inédite et événementielle? Je pense qu'elle est historique parce que... Historique, carrément. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que ça fait 1 siècle et demi qu'on ne s'est plus parler. Donc, mais plus sérieusement, c'est d'abord 2 grands maîtres en exercice qui prennent la parole et de manière publique. Et puis, de surcroît, donc, les 2 grands maîtres des 2 obédiences qui incarnent les 2 courants dont vous faisiez allusion. Alors, rencontre exceptionnelle, inédite, incongrue peut-être et même impensable aux yeux de certains membres de vos obédiences respectives? Personnellement, je ne le pense pas. S'il y a place pour 2 pratiques maçonniques différentes, avec des exigences différentes, ce n'est pas non plus dans l'ignorance totale, je dirais, du phénomène maçonnique.
Et donc, les hommes, les maçons, ont, les uns pour les autres, le plus profond respect. Même si au niveau des structures, nous ne nous pratiquons pas. Et cela peut avoir une explication. Je pense que le courant représenté par mon ami Alexandre est un courant plus traditionnaliste, qui a trouvé sa source au début, à la naissance même de la maçonnerie historique. C'est un courant où il était important que les hommes, quel que soit le dieu sur lequel ils s'accordent, puissent se rencontrer. Voilà, alors justement, on va peut-être demander justement à Alexandre Théven de nous en parler. On parlera du patrimoine commun d'ailleurs par la suite, mais d'abord, quelles sont les différences entre ces deux courants et sont-ils véritablement incompatibles et si oui, sur quoi ? Alors Henri vient de faire allusion à juste titre sur les principes fondateurs de la maçonnerie, donc il y a près de 3 siècles, et qu'effectivement nous continuons à respecter scrupuleusement. Alors si je veux être bref, je dirais qu'il y a vraiment 5 grands principes fondamentaux qui peuvent caractériser la maçonnerie régulière, dite régulière. C'est d'abord que nous exigeons de nos membres qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu, être suprême, qu'on les nomme grand architecte de l'univers. La franc-maçonnerie ne définit pas l'être suprême, elle laisse la liberté absolue à chacun de le concevoir. Deuxième principe, c'est les 2 principes les plus importants d'ailleurs, c'est l'interdiction formelle de toute discussion au sujet de politique ou de religion en loge. Troisième principe, c'est que la Grande Loge régulière ne reconnaît aucune autorité supérieure à la sienne sous les 3 degrés symboliques apprenti, compagnon, maître. Donc là, on fait allusion, mais ça, on rentre dans la technicité sur des systèmes de haut grade. Quatrième grand principe, c'est que tous les engagements maçonniques sont consacrés par un serment. Ce serment est pris sur la Bible ou sur un autre volume sacré, suivant la confession du candidat, par exemple la Torah ou le Coran. Et enfin, dernier principe, la franc-maçonnerie régulière est ouverte aux hommes âgés de 21 ans au moins. Pas du tout aux femmes. Non. Sur tous ces points, sur un de ces points, sur plusieurs d'entre eux, les obédiences du courant libéral ont une position différente, voire opposée. Cette différence ou cette opposition exclut pour nous tout travail en commun, sachant que pour nous, ces principes que je vous ai cités forgent vraiment notre engagement initiatique et, chose importante, puisqu'ils ont été respectés de manière continue aussi à travers le temps et à travers l'espace, nous unissent, c'est important pour nous dans notre démarche, aux 3 millions de maçons réguliers qui vivent à travers le monde. Alors j'imagine, Monsieur Théven, j'imagine que la référence à l'être suprême fait qu'en nombre, effectivement, vous venez de citer un chiffre, cela fonctionne quel que soit le nom que l'on donne à cet être suprême et que donc le courant régulier est plus important en nombre dans le monde. Pas en Belgique. En Belgique, c'est plutôt la tendance adogmatique qui est plus importante. Tout à fait. En fait, si on était un peu symbolique, on dirait que le nombre est en fait identiquement opposé par rapport à l'espace international et à l'espace en Belgique. Effectivement, là, la Grande Loge régulière est minoritaire en Belgique. Alors, en invitant ici le grand maître de la Grande Loge régulière, vous, grand maître du Grand Orient, quel était le message que vous vouliez faire passer, alors aux non-initiés, donc au grand public qui nous regarde, et peut-être aux initiés aussi, hein. Il y a des messages intérieurs aussi qu'il faut, j'imagine. Je ne sais pas si on a besoin de messages intérieurs, mais je pense qu'un réflexe que doit avoir un maçon, c'est de permettre la contradiction. Et à partir du moment où j'étais amené à parler, je ne pouvais pas passer sous silence l'existence de la maçonnerie régulière en Belgique, dans un souci d'objectivité, et que j'étais amené nécessairement à la qualifier et à m'en distinguer, il était logique que j'invite le grand maître actuellement en fonction à pouvoir parler de lui-même personnellement. Ça me permet d'éviter de dire des idioties ou de dire des choses avec lesquelles il n'aurait pas pu s'accorder. Mais je pense qu'il a fait le tour. La maçonnerie dite libérale, dite adogmatique, n'empêche pas évidemment la foi en un être suprême, mais elle ne l'oblige pas. Voilà, ce qui est le cas du courant régulier. Oui. Alors, on l'a dit, les différences, on en a parlé. Le patrimoine commun, alors, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous pouvez vous accorder et sur lesquelles vous vous accordez sans doute? En tout cas, moi, je vais me comporter en maçon, je vais être très sincère et je vais dire combien j'ai, en écoutant Henri tantôt, été, je vous l'avoue, interpellé par l'importance des sujets qu'il a développés, des messages qu'il a fait passer dans lesquels je me retrouve. Donc, effectivement, vous avez raison de le dire, on a parlé de ce qui nous sépare, qu'est-ce qui peut nous rapprocher, en tout cas.
Je pense personnellement qu'il y a deux choses. Il y a l'histoire, les racines, et puis il y a le vécu, qu'Henri a fortement développé tantôt. Pour les racines, il est évident que si on remonte l'arbre généalogique, on revient au même endroit, on est tous partis de la même origine. Le Grand Orient a été pendant très longtemps régulier au sens où nous l'entendons d'ailleurs. Il faut savoir que la grande partie des maçons qui ont créé la Grande Loge régulière de Belgique étaient au départ initiés au Grand Orient de Belgique. Donc, alors vous vouliez qualifier la rencontre d'historique, effectivement. Non, moi, je n'ai pas de problème exceptionnel. Ce que moi, je peux en tout cas dire ici, c'est que je crois que l'ensemble de la communauté maçonnique en Belgique, donc maçons réguliers y compris, doit être reconnaissante à l'égard du Grand Orient d'avoir porté la maçonnerie à travers le temps jusqu'à nous. Ça, c'est pour l'histoire. Pour ce qui est du vécu, vous diriez que ça correspond à une demande sociologique aujourd'hui, la coexistence des deux courants ici en Belgique? Alors ne parlons pas du monde entier, mais ici en Belgique. Je pense qu'Henri a fait allusion tantôt au souci de clarté, au souci de transparence. Et il a beaucoup parlé de la recherche qu'un maçon fait, de la bonne information, du bon jugement qu'on a sur les choses. Je crois qu'effectivement, en maçonnerie, on a tendance parfois, pas toujours, à bien comprendre l'autre et surtout à essayer de l'appréhender par rapport à son propre référentiel à lui. Et par exemple, toutes les obédiences, au-delà des diversités que j'ai soulignées tantôt, ont pour vocation de véhiculer quand même une initiation maçonnique en 3 degrés. Ça crée des liens. Moi, je suis ici dans ce temple. Vous étiez déjà venu? Je n'étais jamais venu dans ce temple. Voilà, donc c'est quand même un petit peu historique. Ce qu'en tout cas, je peux vous dire, c'est que si je regarde n'importe quelle stalle, n'importe quelle colonne, je sais quelle utilité ils en font. Donc on a un patrimoine symbolique commun. Et puis surtout, et Henri a eu raison tantôt de le souligner, l'initiation maçonnique, c'est quand même avant tout des valeurs, et des valeurs de tolérance, d'amour du prochain, d'ouverture. Ce sont des valeurs qu'on cultive aussi, de manière évidente. Précisément, il y a des personnages que l'on n'imagine pas venant ici. Je pense spontanément au cardinal Danneels ou à Gabriel Ringlet, et pourtant ils sont venus parce qu'il y a ici même ce qu'on appelle des tenues blanches, donc où on invite des gens qui ne sont évidemment pas du tout dans l'obédience, ni même maçons. Oui, c'est exact. Donc, mais quel est le but en fait? C'est un but d'ouverture, comme vient de le dire Alexandre Cléven? Je ne sais pas si le but est un but d'ouverture, c'est un but de compréhension et de travail. Il est toujours enrichissant de s'imprégner d'une pensée qui n'est pas la vôtre. Et il existe heureusement dans le monde chrétien et dans le monde catholique en particulier aujourd'hui des esprits éclairés avec lesquels le dialogue est possible, même si nous savons que nous ne partageons pas spécifiquement toutes les valeurs, encore que c'est plutôt une question de hiérarchie de valeurs que de valeurs. Notre humanisme est au départ un humanisme chrétien, on ne va pas renier nos sources. Mais il existe effectivement les gens que vous avez cités, que ce soit jadis le chanoine de Locke, que ce soit le cardinal Danneels, des hommes comme Ringlet. Ce sont des esprits éclairés avec lesquels il est tout à fait intéressant, tout à fait constructif d'entamer un dialogue. Alors, vous allez voir que la vie est bien faite, puisque nous avons une question qui vous est adressée, je pense à tous les deux d'ailleurs, de Gabriel Ringlet précisément. Voilà. Bonjour, je salue chaleureusement le grand maître que j'ai vraiment plaisir à rencontrer à travers ce dialogue. Et dialogue est vraiment le mot qui, moi, me paraît fondamental parce que je pense que la franc-maçonnerie et le christianisme ont beaucoup à partager. Nous avons un patrimoine commun. Comment le mettre ensemble à la disposition du public? Parce que je pense que sur le plan spirituel, au sens très large du terme, il y a une spiritualité laïque. Sur le plan rituel, nous avons bien des choses à échanger. Et ma question sera toute simple. Est-ce que sur ce plan-là, la franc-maçonnerie ne doit pas davantage s'exposer, comme le fait d'ailleurs le grand maître aujourd'hui, c'est-à-dire se montrer pour qu'il y ait moins de prévention et que cela facilite le dialogue. Je pense que de part et d'autre, il y a des identités tellement rigides aujourd'hui. Il est très très grand temps de jeter des ponts pour une société plus solidaire, plus fraternelle. Je vous remercie. Voilà, donc une question de Gabriel Ringlet à laquelle vous pouvez répondre chacun. Quels seraient les thèmes sur lesquels
maçons et membres de l'Église pourraient travailler ensemble? Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, mais il est un fait, c'est que l'Église implique toujours une doctrine et donc une morale spécifique. La religion est fondatrice d'une morale. On n'y échappe pas vraiment. Et donc, on ne pourrait pas, je dirais, aujourd'hui dire que les vertus théologales sont la charité, la foi, l'espérance, sont effectivement les valeurs que porte la maçonnerie. Mais c'est vrai qu'elles sont fort proches d'autres vertus. La fraternité, l'amour, je n'aime pas la confondre avec la charité. L'espérance, elle m'inquiète un peu. C'est la carotte qui fait avancer l'âne, c'est en tout cas l'inquiétude que j'en ai. Donc, mais il y a effectivement un certain nombre de valeurs qui sont absolument communes et la question telle qu'elle est posée constitue déjà le témoignage de cet esprit d'ouverture, de cet esprit progressiste qui habite celui qui pose la question. Mm-hmm. Alors oui, mais il y a toujours encore un vieux relent d'inquiétude. Il y a un chat échaudé qui craint l'eau froide. Il n'y a malheureusement pas que Monseigneur Ringlet au sein de l'Église catholique. Aujourd'hui encore, il faut le dire, la maçonnerie est sinon excommuniée, le maçon est sinon excommunié, sinon susceptible de sanctions en vertu du droit canon. Depuis, nous avons écrit aux autorités ecclésiastiques pour leur demander exactement à ce jour, aujourd'hui, qu'est devenue la condamnation du maçon, qu'est devenue la sanction d'excommunication. On nous a répondu, bien sûr, l'excommunication n'existe plus, on ne le dit pas aussi franchement, mais il va de soi que l'appartenance à la maçonnerie est toujours incompatible avec la foi catholique. Alors, même en ce qui concerne, pour vous, Alexandre Cleven, la Grande Loge régulière? Bien sûr que non, en ce qui nous concerne en tout cas. Vous savez, par rapport à la question telle que M. Ringlet la pose, j'ai à la fois un petit souci. C'est sur quel thème on peut travailler ensemble. Oui, c'est un peu ce que je vous demandais aussi. Oui, mais il faut avoir conscience qu'en franc-maçonnerie régulière, on ne s'occupe pas de questions de société. C'est une très grande différence. Louable, hein, ce n'est pas un jugement de valeur. Je dis, on ne s'occupe pas de questions de société. Nous, on s'occupe de l'individu. Vraiment, on travaille sur l'individu. C'est vraiment l'initiation en sens d'un processus de perfectionnement intérieur, de travail de soi, de responsabilisation personnelle, et qu'on place effectivement dans une démarche spiritualiste. Donc, le meilleur pont, par contre, là où je le rejoins tout à fait, c'est sur le pont. Mais pour nous, il y a bien longtemps que les loges sont ouvertes effectivement à tout croyant. Et c'est peut-être, on en reparlera tantôt, je salue vraiment l'initiative d'Henri de donner cet éclairage complet sur la maçonnerie, où on peut être en Belgique, comme partout dans le monde d'ailleurs, croyant et franc-maçon. Alors, une dernière question à vous deux. Au même titre que, on l'a dit tout à l'heure, le cardinal d'Anès ou Gabriel Ringlet qui viennent ici pour des tenues blanches, est-ce que, par exemple, le grand maître de la Grande Loge régulière pourrait être invité, ou est-ce que je pose une question vraiment incongrue? Alors, je suis obligé d'y répondre avec beaucoup de sincérité. Il y a une sorte, je dirais, d'asymétrie. Je dirais que la présence d'un maçon régulier dans notre tenue ne nous pose pas de problème, et c'est normal puisque nous n'avons pas mis les landmarks, nous n'avons pas mis les exigences qui viennent d'être évoquées, et ce n'est pas une critique du tout, c'est que chacun suit sa pratique et elles sont respectables. Donc effectivement, moi je n'aurais pas de difficulté à inviter mon ami Alexandre à l'occasion d'une tenue, mais je ne suis pas sûr que l'inverse soit vrai. Non, l'inverse n'est pas vrai. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Et s'il m'invite à une tenue, je ne viendrai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, nos loges ne sont pas ouvertes aux maçons non réguliers, parce qu'une tenue est un acte initiatique. Et que pour nous, effectivement, il est un peu inconcevable de venir participer à des travaux dans lesquels on ne s'implique pas, on ne s'intègre pas pleinement dans les principes. Et par souci de réciprocité, on s'interdit bien évidemment de faire la même chose dans l'autre sens. Ceci dit, on s'adore, on se connaît depuis 25 ans et ça ne nous empêche pas de nous voir. Alors voilà, je pense qu'on peut terminer cet entretien là-dessus, en tout cas avec vous, Alexandre Cleven. Je pense que la raison ou le fait de pouvoir réaliser cette rencontre, c'est l'amitié que vous avez de longue date en dehors de toute activité maçonnique, précisément. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là.
Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du Grand Maître du Grand Orient. Je vous propose de regarder maintenant, on avait vu en ouverture d'émission un parcours dans Bruxelles et les signes maçonniques de Bruxelles. Je vous propose de regarder une autre partie de ce parcours maçonnique, les grands boulevards, par exemple, qui sont une référence absolument incontournable. Nous nous trouvons en face d'un monument tout à fait particulier qui est à la gloire d'un grand bourgmestre de Bruxelles, Jules Anspach. Il faut savoir qu'entre 1830 et 1994, sur les 15 bourgmestres, seulement 2 n'étaient pas francs-maçons. Tous les autres l'étaient. Sur les côtés, on va retrouver des symboles maçonniques. C'est une jeune femme. Elle a en chevelure des feuilles de chêne. Sur sa chevelure, il y a une chouette qui est la marque de la sagesse. Elle tient dans sa main droite une palme qui est un symbole maçonnique. Elle a dans sa main gauche le gouvernail qui lui permet de gouverner entre guillemets correctement à Bruxelles. Nous sommes en présence d'un personnage qui était franc-maçon et qui s'est battu pour le développement de l'instruction publique. C'est une idée constante, vous allez partout retrouver les francs-maçons là où il s'agit de créer des citoyens, des individus, hommes et femmes responsables, et donc de permettre à chacun d'accéder, d'aller le plus loin possible en fonction de ses capacités sur le plan des études. Antoine Dansart était un commerçant célèbre et à sa mort, il avait atteint au niveau maçonnique le 31e degré. Vous savez que la franc-maçonnerie est divisée en 33 degrés. Et donc Dansart avait quand même une carrière entre guillemets maçonnique, un cheminement personnel qui l'a porté jusqu'au 31e degré, presque au sommet de la franc-maçonnerie. Nous trouvons devant la maison natale de Julius Hoste, un homme politique libéral néerlandophone, qui est le créateur de Atlas News. C'était un grand franc-maçon et qui, avec l'aide de francs-maçons francophones, a décidé de défendre la culture flamande à Bruxelles. L'impact de la franc-maçonnerie dans Bruxelles a quand même été très large, très important. Il faut aussi dire qu'il y a parfois des exagérations. Le cas le plus classique, c'est une opinion personnelle, c'est l'histoire du parc de Bruxelles, où certains y voient, on a beaucoup écrit là-dessus, des signes maçonniques. Ce n'est absolument pas un parc maçonnique, en rien. Mais si certains y voient un symbolisme maçonnique, ils sont libres de le faire. Bon, voilà, on peut avoir... L'imagination est au pouvoir. Hein. Alors pendant la diffusion du reportage d'Aurore Dirix, nous avons changé d'endroit. On se trouve donc toujours rue de Laken, mais dans le temple bleu. Alors ça, tout le monde l'avait remarqué. Il est rigolo ce temple, si vous me permettez. On dirait un peu Disneyland. Oui, tout à fait. C'est avec une certaine émotion que je vous reçois ici parce que c'est le temple où se réunit l'atelier auquel j'appartiens, la loge Libre Examen. Et c'est également le temple dans lequel j'ai moi-même été initié. Donc il est effectivement fort beau. Vous retrouvez grosso modo les mêmes symboles que tout à l'heure, mais dans un style qui, objectivement, est différent de l'égyptomanie qui caractérisait le précédent. Ça veut dire que vous avez une thématique de réflexion, de prédilection, je dirais, ici? Non, le décor n'a rien à voir avec le contenu. Non, le décor non, mais le fait d'être à la loge du libre examen fait qu'il y a un certain nombre de sujets traitant de cela sur lesquels vous réfléchissez ensemble ici. Oui, je pense qu'il n'est pas neutre de mettre au fronton de son temple le principe du libre examen. Donc ça implique déjà toute une démarche, ça implique une intention. Ça met l'accent peut-être sur une particularité de cette loge. Les loges ont toutes un peu leurs caractéristiques, si vous voulez, et on peut dire que le libre examen est une loge qui s'occupe davantage de problèmes de société, qu'elle ne soit tournée vers des problèmes de type traditionnel ou de type symbolique. Alors, juste pour ceux qui seraient éventuellement pas tout à fait au courant, le libre examen, alors en tant que notion, en quelques mots, vous pouvez le résumer comment? Ou le qualifier comment?
c'est non seulement l'aptitude, mais le devoir de tout soumettre à son entendement propre, à sa réflexion propre. Donc c'est une exigence, c'est une ascèse, c'est une discipline de pensée, une méthode, diront certains, qui permet effectivement de ne pas s'en référer à une direction de conscience ou à penser par procuration, tout simplement. Alors, vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité du jour. Alors, la dernière fois, nous étions chez la ministre présidente de la communauté française. Donc, voici la question que vous adresse Marie Arena. On sait que la franc-maçonnerie a soutenu activement les combats pour l'avortement et pour l'euthanasie. Est-ce qu'au XXIe siècle, la franc-maçonnerie ne gagnerait pas si elle était plus transparente et si elle annonçait clairement les combats qu'elle souhaite soutenir? Eh bien voilà, une demande de plus de militantisme pour la maçonnerie, c'est singulièrement différent de ce qu'on entendait tout à l'heure comme témoignage. Je le disais, les esprits éclairés ont tendance à solliciter, à obtenir, à demander à la maçonnerie ce qu'elle n'apporte pas toujours, en apparence du moins. Mais il est un fait que ce besoin de clarté, notre expérience le montre, nous en avons le souci, pas de transparence, encore une fois, je reviens à l'expression. Les grands combats du XXIe siècle sont en réalité les combats d'aujourd'hui. Les grandes questions sur lesquelles se penche et réfléchit la maçonnerie sont les questions qui seront demain dans nos parlements, qui seront demain dans les parlements, qu'ils soient au niveau européen, au niveau belge, au niveau national, au niveau fédéral, peu importe. Et donc, oui, il y a place pour la clarté, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur les enjeux. Tout ce à quoi on a fait allusion, à savoir, je pense, l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. On aurait pu parler également de la sécularisation des sépultures, des enterrements civils, que sais-je encore, de la légitimité de l'incinération. Ce sont toutes des questions qui ont d'abord été débattues en loge avant d'émerger, je dirais, dans ces cénacles où, je le rappelle, on fait les lois. Parce que la maçonnerie n'a pas la prétention de faire les lois non plus. Alors, c'est vrai, mais si on se réfère, par exemple, à ce qui se passait au siècle dernier, on sait bien qu'un certain nombre, enfin, la franc-maçonnerie, finalement, donnait parfois des mots d'ordre aux politiques et à la politique libérale. Donc, finalement, en sous-jacence, la question, c'est ça. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une véritable sphère d'influence? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que, pour autant, cela remet en question l'existence même de la franc-maçonnerie? Oui, ben, écoutez, on peut répondre à différents niveaux à cette question. Vous évoquez le siècle précédent. Je pense qu'à ce moment-là, la maçonnerie occupait un véritable pouvoir. On a une image d'Épinal qui est Théodore Verhagen, qui était un personnage assez audacieux, il faut le dire, et qui avait imaginé à un moment donné de supprimer ce qu'on a appelé l'article 135 des statuts du règlement des statuts du Grand Orient de Belgique, article qui interdisait, on l'a vu tout à l'heure, le débat politique ou religieux en loge. Mais au-delà de cette suppression d'interdiction, qui n'avait jamais d'ailleurs été respectée, ce qu'il entendait, c'est de voir les maçons se prononcer, voter sur des questions, sur des programmes politiques. Et il a manqué effectivement prononcer l'arrêt de mort de l'obédience. Il n'en demeure pas moins que durant je remonte à 1854. Dans les 30 années qui ont suivi, je dirais, le travail en termes de pouvoir s'effectuait effectivement en maçonnerie, et c'est bien là que se préparait le programme du Parti libéral, par exemple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore concevoir, et je sais qu'il y a des voix qui s'élèvent justement, en tout cas pour débattre de cela, sur le secret de la réflexion, alors strictement politique. Certains maçons disent, ne nous trompons pas de secret. Le seul secret, c'est celui de l'initiation, parce que c'est un chemin et une expérience intime. Pour le reste, débattons de façon plus ouverte. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, de cela? Je pense que le travail maçonnique doit s'exercer à huis clos, pour cette liberté de conscience, pour cette liberté d'expression, pour la méthode également. Si vous voulez, un temple, c'est peut-être l'extension du fort intérieur. La pensée est réversible, donc on peut changer d'avis, on peut se convaincre mutuellement. Une fois qu'elle s'exprime, ce n'est plus de la pensée, c'est de l'action. Donc il faut être très attentif lorsqu'on manipule la libre expression. Par contre, il est un fait que dès l'instant où des consensus très larges peuvent se constater, il est temps peut-être de faire transpirer ces consensus, de les faire rayonner, peut-être au-delà du rayonnement personnel des maçons, mais peut-être alors, quand c'est possible, à partir soit des loges, soit d'une obédience. Mais agissons avec beaucoup de doigté, parce qu'encore une fois, le risque, c'est d'un discours institutionnel. Et sinon, si ce n'était pas le cas, je veux dire, si la réflexion que vous menez ici n'était pas suivie au moins d'un rayonnement extérieur et d'une action et de conséquences alors, pour la société, est-ce que la franc-maçonnerie, et le Grand Orient en particulier, servirait encore à quelque chose? Est-ce qu'on remettrait en cause son existence même? Oui, je pense que les maçons, je vous l'ai dit, ont à cœur de travailler au progrès de l'humanité.
Et même si, je dirais, l'action est indirecte et s'opère par le rayonnement personnel de ses membres, il est évident que le souci, c'est de contribuer à ce développement, c'est de contribuer à ce progrès, à cet épanouissement et encore une fois, à l'épanouissement et à l'autonomie de l'homme. Donc si effectivement cette réflexion et cette action n'aboutissaient pas d'une manière ou d'une autre, fût-elle indirecte, la maçonnerie perdrait une grande partie de sa justification. À cet égard, donc, il y a un véritable pouvoir d'influence et donc une forme de pouvoir. Pour revenir à ce que nous disions au début. Comme je le disais tout à l'heure, si vous appelez pouvoir, influence, réseau, lobby, ce qui consiste à défendre un certain nombre... Mais je n'ai pas dit réseau ni lobby, mais juste, il y a une conséquence... On flirte avec la conception de pouvoir. Oui. Je crois tout simplement qu'il y a la possibilité de débattre très clairement et de manière contradictoire d'un certain nombre de sujets, ce qui est moins facile à faire. Moi, prenons l'exemple de celle qui me pose la question. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, nos hommes et nos femmes politiques, pour lesquels j'ai le plus profond respect, encore une fois, ont parfois difficile à appréhender avec nuance un certain nombre de questions fondamentales qui leur sont soumises. Et la démocratie, qui consiste à trancher presque en votant ces grandes questions, n'a de sens à son tour que si elle peut s'inspirer d'une réflexion préalable. Je veux dire par là qu'on vote en connaissance de cause. On ne vote pas sur une image, on ne vote pas sur une impression, on ne vote pas en surface. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est important aujourd'hui, pour le Grand Orient de Belgique, mais pour cette maçonnerie dite adogmatique, d'au moins expliquer ce qu'elle est, de manière à justifier les attitudes, les options qui sont grosso modo prises dans la société. Bien. Alors, on va regarder maintenant votre reportage, puisque vous avez, comme nos autres invités, réalisé un reportage de votre choix. Alors, ce n'est pas tout à fait un reportage, d'ailleurs. Vous avez souhaité faire une interview, que vous avez donc, dont vous avez choisi l'interlocuteur. Il s'agit de Elie Barnavi, qui est donc directeur scientifique du Musée de l'Europe. Vous l'avez interviewé dans le cadre du chantier, d'une certaine façon, d'une prochaine exposition sur l'Europe et les Européens à Tours et Taxis. Alors, on va regarder votre interview. J'ai rendez-vous avec Elie Barnavi, l'auteur des Religions meurtrières. J'ai effectivement choisi de le rencontrer ici à Tours et Taxis parce que c'est le lieu où il organise une exposition dont le thème central sont les institutions européennes et les peuples européens. Comme une humaniste, son avis m'importe. À partir de valeurs communes, on peut décliner des options, des approches qui sont parfois singulièrement différentes. Elie Barnavi, pourriez-vous me donner la clé de cette exposition? C'est une tentative de montrer que l'histoire de l'Europe est l'histoire des Européens. En fait, c'est un peu ça qu'on rapproche à l'Europe, c'est d'être détaché des citoyens européens, c'est d'être une entreprise froide. Et ce que nous essayons de montrer, c'est que c'est notre histoire, c'est le titre de l'exposition, et que l'histoire, la grande histoire de l'Europe, de la construction européenne, est intimement liée à la petite histoire de chacun d'entre nous. Dans votre dernier ouvrage, vous dénoncez deux choses importantes. La première, c'est qu'il y aurait une fraude intellectuelle à parler aujourd'hui d'un dialogue des civilisations, là où vous ne voyez qu'un monologue. Et deuxièmement, vous constatez un état de guerre dont on peut se demander si le constat n'a pas une valeur déclarative. Je connais que la civilisation à laquelle nous appartenons tous, et qui est fondée sur un ensemble de valeurs qui sont désormais universelles, est la barbarie. Et donc il s'agit d'un combat entre les tenants de la démocratie, des droits des individus à vivre librement, et les autres, ceux qui la menacent. Et ce combat s'apparente à une guerre. Vous savez, la guerre ne veut pas dire forcément un affrontement militaire, arme au poing. Il s'agit d'une guerre des esprits, il s'agit d'un affrontement intellectuel et idéologique. Il y a un assaut contre les libertés, un assaut évident contre le mode de vie qui est le nôtre et qu'il faut essayer de préserver. Et au centre duquel il y a l'homme, n'est-ce pas, où nous retrouvons la notion d'humanisme pour laquelle vous battez vous aussi dans votre propre ordre. Et je suis toujours surpris que chaque fois qu'il y a une explosion de liberté, même intempestive quelque part, on se retrouve toujours certains types de curés, certains types de rabbins, des mollahs, se retrouvent tous pour condamner cette explosion de vérité. Pensez-vous que toute foi qui se fait religion, dès l'instant où elle se fait également en loi, entraîne une destruction, une propension à la destruction des valeurs, des lumières? Je pense que toute religion qui devient une idéologie politique est destructrice des valeurs qui me sont chères. Vous savez, en fin de compte, il n'y a pas de différence de nature entre un État musulman, un État catholique, un État protestant ou un État juif.
dès lors que l'État se définit par un ensemble de valeurs transcendantales absolues, elle est nécessairement contradictoire avec la notion de démocratie libérale. Et donc, ce qu'il faut faire pour que les deux se retrouvent, pour que la religion et l'État puissent vivre harmonieusement, c'est de les séparer. Ça ne veut pas dire que les églises n'ont pas droit à la parole. Bien sûr qu'elles ont droit à la parole. Mais ça veut dire que la loi est aux mains du corps des citoyens. Et si chacun se tient là où il doit être, à ce moment-là, la religion sera libre et l'État aussi. Si le Grand Orient de Belgique pouvait s'exprimer d'une manière publique, c'est-à-dire par voie de décision collective, pensez-vous qu'il pourrait s'accorder sur un certain nombre de vos conclusions? Les valeurs que vous évoquez, qui sont les miennes, sont en gros les valeurs de lumière. Nous avons choisi dans les lumières ce qui nous convient, c'est-à-dire les valeurs de dignité de l'individu, de progrès social, d'égalité entre les sexes. Voilà nos valeurs fondamentales. Et je pense que nous retrouvons très facilement, bien que personnellement je ne sois pas maçon, mais c'était l'accident de la vie, tout simplement. J'ai rencontré un humaniste, un historien, un défenseur des Lumières, un libre exaministe de toute évidence, qui regrette, alors qu'il n'est pas maçon, que la maçonnerie ne soit pas plus militante. Et c'est déjà en soi tout à fait intéressant. Alors c'est peut-être parce qu'il n'est pas maçon qu'il souhaite une maçonnerie plus militante. Oui, mais nous avons vu le témoignage d'autres personnes qui n'étaient pas maçonnes et qui, effectivement, craignaient par trop de pouvoir, par trop d'influence. Donc vous voyez que les critiques sont diamétralement opposées selon le type d'interlocuteur auquel on est confronté. Et je pense que ça, c'est un miroir tout à fait intéressant pour les maçons eux-mêmes. Il y a certainement place pour une clarté plus grande, non pas une transparence, on l'a dit, mais pour une clarté plus grande quant aux valeurs. Maintenant, quant au choix des voies et moyens, ça c'est le propre des maçons, on n'en sortira pas. En tout cas, dans la conception que nous faisons aujourd'hui en Belgique de la maçonnerie. Alors, outre les 4 temples qu'il y a ici et que l'on a vus jusqu'ici, il y a aussi rue de Laeken, donc un musée. Oui. Un musée et un centre de documentation avec une bibliothèque qui est ouverte aux chercheurs. Alors, le musée que l'on voit pour le moment, il est ouvert au public, il y a même des visites guidées. Et c'est quoi? Ce sont des pièces essentiellement historiques qui s'y trouvent? Il y a un petit peu de tout. Il y a des objets de rituels, il y a des objets courants. C'est essentiellement historique. Vous avez effectivement des documents de type livresque, des illuminures. Tout ça est un excellent média, je dirais, pour permettre ce contact du public et de la maçonnerie à un degré, je dirais presque, non pas zéro, mais en tout cas à un degré qui est fondé sur l'émotion, un degré qui est fondé sur la culture et sur l'art. Ça permet également une rétrospective d'histoire. Donc ça ne banalise pas, mais ça permet de rendre accessible, je dirais, le phénomène maçonnique, tout en n'y étant pas, parce que ce qui est compliqué, c'est de parler d'une chose à laquelle on ne participe pas. Donc c'est un bon moyen d'expression. D'avoir quelques clés de compréhension. Alors il y a aussi ici, pour le moment, dans ce bâtiment de la rue de Laeken, ce que l'on appelle, pour aller vite, les archives de Moscou, c'est-à-dire, ce sont en fait les archives du Grand Orient qui avaient été volées donc, pendant la guerre par les nazis et qui ont été emmenées à Moscou et que vous avez récupérées en 2004. On va regarder un court reportage là-dessus et puis on en parle. Il s'agit d'un fonds d'archives qui représente véritablement la mémoire du Grand Orient de Belgique. Alors, Archives de Moscou, c'est une histoire qui démarre dans le courant de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces archives sont entreposées dans les locaux du Grand Orient de Belgique et elles font l'objet d'un vol systématique, d'un rapt systématique par les forces d'occupation allemandes. Elles quittent la Belgique, bien sûr. En fin de guerre, elles atterrissent à Berlin. Alors Berlin, à la fin de la guerre, se trouve être en zone soviétique. Et donc, elles vont quitter Berlin pour Moscou et rejoindre le fonds Osobi, qui est le fonds du KGB. Ce fonds d'archives va complètement les réinventorier. C'est ce que vous voyez ici avec les étiquettes russes. Et va les conserver jusqu'au jour où, au début des années 90, en 1992, 2 chercheurs belges découvrent la trace d'archives. Nous sommes informés et à partir de là, évidemment, commence une négociation pour obtenir dans un premier temps le droit de nous rendre en Russie pour les identifier, les inventorier
C'est toujours le communisme, les choses s'arrêtent là. Et ensuite, à partir de 1992, nous entamons des négociations au niveau politique qui vont conduire à la récupération de ce fonds d'archives en 2004. Alors pendant ce reportage sur les archives de Moscou, nous avons changé d'endroit, nous sommes revenus dans le Grand Temple. Juste un mot donc à propos des archives, du centre de documentation dont on a parlé avec la bibliothèque et le musée. Bientôt, tout ça sera transféré juste ici à côté. On va voir les images à l'hôtel Dewey, qui est en fait un hôtel en rénovation pour l'instant. Tout à fait. Ça participe à ce même esprit de clarification, on vous voit de ici poser la communication. première pierre, Oui. en juin dernier. Oui. Donc c'est un endroit où va s'installer le prochain musée, le musée de la maçonnerie. C'est un excellent support, évidemment, à des fins didactiques, à des fins de compréhension, à la fois pour ce patrimoine culturel, historique et artistique que recèle encore la maçonnerie et qui, jusqu'à ce jour, est encore relativement, je dirais, éloigné du public. Alors cela dit, on voit qu'il y a encore énormément de travail de rénovation à faire. C'est un bâtiment du XVIIIe siècle qui est classé, Hôtel Dewey, donc du nom de son architecte, qui est aussi celui, je pense, du château de Senef ou de l'abbaye de Tournai. C'est exact. Alors un bâtiment qui serait précant, là, quand on voit cet état, on se demande si c'est pour tout de suite, non? Eh bien si, je crois que ce ne sera pas si long que ça. D'ici une vingtaine de mois, en principe, le chantier devrait être terminé. Oui, mais ça veut dire qu'il ne sera pas prêt, cet hôtel Dewey, pour le 175e anniversaire du Grand Orient. C'est clair, il sera prêt pour le 176e. Voilà. Disons qu'il aura été inauguré quelques mois avant. Voilà, alors tous nos spectateurs savent compter, donc ça veut dire que le Grand Orient est très, très légèrement plus jeune que la Belgique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, et dans le contexte actuel, politique, communautaire, que vous avez souhaité avoir à vos côtés pour terminer cette émission Tony Marie? Oh, c'est une manière de présenter les choses qui ne me déplaît pas du tout. Si j'ai souhaité que Tony Marie soit présent, c'est parce que c'est un homme qui se caractérise par un franc-parler. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. C'est quelqu'un qui est médiatiquement connu et dont la qualité maçonnique est connue également. Mais c'est aussi quelqu'un qui respecte en toutes circonstances ses interlocuteurs et qui a cette caractéristique d'être un homme du Nord. Aujourd'hui, je trouve qu'il est intéressant, puisque la question nous est souvent posée, de montrer que les maçons, indépendamment des lectures politiques qu'ils peuvent avoir sur la Belgique, qu'ils soient rattachistes, fédéralistes, fédéralistes ou autres, sont capables de se parler dans le respect les uns des autres, sont capables de se parler parce qu'ils ont la pratique des opinions diverses. Et à ce stade, le Grand Orient de Belgique est vraiment un lieu où cette fraternité est active, est opérationnelle, indépendamment des avis qu'on pourrait. Je ne connais même pas l'avis de Tony sur l'histoire de la Belgique ou sur son avenir. Mais voilà, je trouvais que c'était un homme qui pouvait singulariser, qui pouvait symboliser en tout cas ce franc-parler. Alors, Tony Marie, justement, si le grand maître du Grand Orient dit que vous êtes médiatiquement connu, c'est parce que vous avez été, il y a quelques années, l'administrateur général de la VRT. Vous êtes actuellement président de Memnon, qui est une société d'archivage numérique d'archives sonores, voilà. Oui. Et vous êtes maçon au Grand Orient depuis quand? Depuis 1981. Et je suis fils de maçon aussi. Est-ce que cette filiation, justement, a été importante ou décisive dans votre parcours? J'ai écouté tout ce que le grand maître a dit. Et je crois que de plus jeune âge, à la maison, il y avait des maçons qui venaient, qui avaient ce débat ouvert, qui étaient de différents bords, avaient des idées différentes. Et j'ai toujours vu ce débat constructif, même s'ils n'étaient pas d'accord, se faire. Et à un certain moment, j'ai trouvé que, pour moi aussi, c'est un peu plus facile d'être coopté quand on est fils, mais que le moment était venu, j'avais 32 ou 33 ans. Le plus dur de la carrière professionnelle était derrière moi parce que je n'ai jamais voulu associer l'un et l'autre, ce qui dans les questions que j'ai entendues se fait régulièrement. Il n'en est rien. Est-ce que ça veut dire que justement, étant donné que votre carrière est déjà largement entamée, vous avez moins de réticence à dévoiler votre identité maçonnique? Je crois que oui, et je crois que plus en Flandre qu'en Wallonie, jusqu'à très récemment, et d'ailleurs encore aujourd'hui, être maçon n'est pas ce qui est à beaucoup d'endroits faire des carrières ou à être reconnu. Donc moi, j'ai tenu ça pour moi et pour les peu de personnes qui savaient jusqu'au moment où je suis arrivé à la VRT,
Et tout le monde sait que dans les médias, il n'y a pas de secret. Donc 3 semaines après, c'était à la une des journaux que le patron de la VRT était un maçon. Et voilà. Enfin, ça avait dû être à la une de journaux que je n'avais pas lu quand je vous ai interviewé dans le cadre des décideurs du vendredi, parce que c'est un élément que je n'avais pas abordé. J'avais même commencé l'émission en disant « Je vous salue Marie », ce qui est évidemment maintenant dans le contexte me semble assez encore plus drôle, mais vous avez dû rire à ce moment-là pour d'autres raisons que voilà. Voilà. Bon, alors pourquoi disiez-vous qu'en Flandre, il y avait quand même une pression peut-être un petit peu plus lourde que dans la partie francophone du pays? Parce que l'Église catholique, historiquement, a toujours eu un problème avec la maçonnerie, qui au XIXe siècle était libérale, qui prônait l'éducation pour tout le monde, une liberté d'esprit, l'éducation, l'enseignement public et républicain, pour le dire avec les grands mots des Français, et que au XIXe siècle, c'était pas bien vu, et donc ça s'est fait partout, ça s'est fait en France, ça s'est fait en Belgique, ça s'est fait en Espagne, et l'Église catholique a décidé l'excommunication des maçons, et donc la Flandre a été très catholique jusqu'à une période très récente, et donc être maçon, d'abord c'était beaucoup plus... Déjà, nous sommes une minorité. En Flandre, c'est une toute petite minorité. Et donc, dans ce sens-là... Oui, statistiquement, par exemple, au Grand Orient, pour ne parler que de cette obédience, il y a davantage de loges dans la partie francophone du pays et à Bruxelles qu'en Flandre? On peut le dire en ce sens qu'il y a grosso modo un tiers de maçons issus du Sud, un tiers à Bruxelles et on va dire un tiers, à peu de choses près, au Nord. Un peu moins qu'un tiers quand même. Donc c'est vrai qu'il est malaisé d'être maçon en Flandre pour les raisons que vient de donner Tony. La chape, la mémoire encore fort catholique en Flandre. Et puis aussi, il faut bien dire, je pense que nous avons en Flandre des partis d'extrême droite qui ont quand même pris racine. Et donc là encore, il est plus dangereux aujourd'hui de se faire reconnaître comme maçon qu'en Wallonie, où ça ne poserait moins de problèmes, je pense, ou à Bruxelles, compte tenu aussi, dans une ville comme Bruxelles, compte tenu de l'urbanisation. Alors dans votre cas, Tony-Marie, je pense que ça, alors on n'est plus à une indiscrétion près. Vous êtes à la loge d'Anvers, je pense. Est-ce que justement, étant donné voilà, le Vlaams Belang, etc., est-ce que ça cause un problème particulier pour vous? D'abord, je suis un bruxellois flamand. J'étais initié à Bruxelles. Je suis parti à Anvers, je crois que c'était 92 ou 93. Oui, je crois que la loge en Flandre a beaucoup plus discuté du problème de l'avènement de l'extrême droite, du dimanche noir de 1991, que ça ne l'était le cas à ce moment-là à Bruxelles ou en Wallonie, je crois. Et oui, nous avons eu des problèmes avec certains de nos frères qui se rapprochaient de ce mouvement et qui sont d'ailleurs partis de l'atelier dont je fais partie. Une dernière question avec vous. Si vous deviez qualifier peut-être pour le téléspectateur non initié, pas ce que vous a apporté le fait d'être maçon, mais l'évolution que ça a pu vous procurer dans les 20 dernières années, qui sont celles où vous avez fait partie, et vous faites toujours partie du Grand Orient, vous diriez quoi? Je crois que la chose la plus importante, c'est le fait de pouvoir débattre ouvertement, sans avoir peur d'exprimer ses idées, et de lentement et gentiment, année après année, s'enrichir de toutes des idées qui peuvent être conflictuelles, mais qui en loge peuvent être exprimées sans que cela ait des effets. D'ailleurs, je crois qu'on a parlé de la façon dont on débat. Il est impossible... Mais c'est grâce aux codes qui sont mis en place que le débat peut être serein. Oui, et donc c'est un débat réfléchi sur beaucoup de sujets. Moi, je voyage beaucoup. J'essaie d'aller dans mon atelier au moins une fois par mois, mais je vais quasiment toutes les semaines pour le repos de l'âme, si je peux m'exprimer, que ça me donne, parce que travailler en loge, il y a tout un rituel de début des travaux qui met les gens réceptifs pour des idées ou pour des débats. Et dans ces 20 années,
Vous savez, j'ai participé à 120 débats fondamentaux sur tous les sujets philosophiques, des sujets de société, de démographie, dont je n'aurais pas pu m'imaginer participer sans ça. Et certainement pas il y a 20 ans, peut-être aujourd'hui, mais à ce moment-là pas. Donc c'était un enrichissement perpétuel au niveau de l'amitié, de l'humanisme et de l'humaniste que je veux être. J'en réussis peut-être pas toujours, mais que je veux être, et aussi de l'intellectuel que je veux être aussi. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage, évidemment. Cette construction personnelle, vous la menez depuis vos 26 ans. Ça veut dire que ça fait un certain temps que vous êtes maçon. Oui. C'est une construction qui ne s'arrête jamais. Elle s'arrête avec la mort, j'imagine. C'est ça, c'est le travail ininterrompu. Les maçons appellent cela la construction ininterrompue du temple. Le temple n'est jamais achevé, donc il y a toujours moyen de se perfectionner. D'ailleurs, si on pouvait toucher la perfection, nous aurions la vérité avec un grand V. Nous n'imaginons pas un seul instant détenir la vérité, donc c'est un travail de tous les instants. Et c'est effectivement, comme dit Tony, une satisfaction extraordinaire, car ma conviction aujourd'hui, c'est que si la maçonnerie n'existait pas, il faudrait toujours l'inventer. Alors ça, c'est pour votre construction personnelle. Une dernière chose, alors plutôt sur le fait que vous êtes grand maître du Grand Orient. Ça, c'est des mandats, disons, de 3 ans. Ça veut dire que vous avez encore 1 an à accomplir. Après, que se passe-t-il ? Eh bien, après, d'une manière aussi réelle que symbolique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une charge dont on s'acquitte. Après, bien, on redescend, comme disent les maçons, sur les colonnes et on passe la patate chaude au suivant. Et donc, il y a une circulation. Ce ne sont pas des honneurs, ce n'est pas du pouvoir. Oui, c'est un très grand honneur, évidemment, d'être choisi par ses frères pour assurer ses fonctions, mais ce n'est pas un rapport au pouvoir. Et le cycle même des 3 ans est déjà en soi un enseignement. Ça soigne de beaucoup de vanité, ça donne le sens du relatif. Et autant les honneurs peuvent être apparents, on évoquait tout à l'heure ce tablier avec son décor rutilant, avec ses ors, eh bien dans le même temps, si on vous donne les ors, mais qu'on vous les enlève au bout d'un certain temps, cela apporte une signification qui est très difficilement compréhensible de l'extérieur. Vous savez que vous devez les rendre. Voilà. Vous n'en avez été le dépositaire que pendant un temps restreint. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous avoir ouvert vos portes et puis aussi d'avoir livré vos témoignages. C'est la fin de cette émission. Bonne fin de soirée sur La Une et à très bientôt.